D'abord, je suis ravi d'être dans cette université populaire pour vous présenter une doctrine très impopulaire, qui est le libéralisme. Et j'espère qu'à la fin de cette séance, vous saurez au moins pourquoi vous êtes contre. C'est compliqué de se dire libéral en France, c'est un mot qui est horriblement mal connoté, mais il n'y en a pas d'autre. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de le garder. Je vais donc partir du principe que la plupart de la salle, si ce n'est la totalité de la salle, a une très mauvaise image du libéralisme. Et ce que je vais faire pendant ce cours-là, de 2 heures avec vous, c'est essayer de dédiaboliser un peu le mot, comme on dit, et de vous présenter les grandes lignes de cette philosophie politique. Alors ça sera un cours un peu austère, peut-être un peu aride, avec beaucoup d'auteurs, un peu fourre-tout, parce que j'ai simplement envie que vous ayez une idée, un aperçu de cette palette de pensée extrêmement riche et longue de 3 siècles. Et puis, en laissant de côté les sujets politiques, économiques, contemporains, peut-être on pourra les aborder pendant les questions, mais là, pour ne pas trop nous perturber avec des réflexes contemporains, des idées reçues, je préfère rester sur l'histoire des idées, puis après on pourra décliner ça sur le monde actuel. Et dans les 2 prochains cours, donc j'ai la chance d'en avoir 3, j'espère qu'il y aura autant de monde de suivants. Le deuxième, j'aimerais vous parler du revenu universel, qui est une idée qui a beaucoup d'origines différentes, mais dont en tout cas, une des manières de le défendre, c'est à travers la doctrine libérale de John Stuart Mill à Friedman. Et puis, le 3e cours sera sur la propriété de soi. Suis-je propriétaire de moi-même? Suis-je propriétaire de mon corps? Et est-ce que ça changerait nos systèmes économiques, juridiques, sociaux, si on substituait à l'idée du sujet, personne morale inaliénable, qui nous vient du droit romain, l'idée de la propriété de soi qui est très différente. Et donc le 3e cours sera peut-être plus directement lié aux problématiques contemporaines des biotechnologies, de l'Internet, du numérique, etc. Là, aujourd'hui, on restera, si vous me le permettez, sur de l'histoire des idées, pas pour se mettre les idées au clair, parce que c'est une doctrine qui, de toute façon, n'a jamais été vraiment assumée comme telle, qui n'a pas un corpus théorique aussi construit que d'autres, et donc qui part toujours un peu dans toutes les directions. Alors je disais, c'est un mot qui n'a aucune raison d'être laissé à ceux qui le maltraitent en le confondant avec la défense de leurs propres intérêts. Et j'avais été peiné il y a, je crois, 1 an, quand Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, revenant de Chine, avait cru faire de l'humour en disant je quitte un pays libéral, la Chine, pour arriver dans un pays communiste, la France. Oui, c'est 3 ans d'efforts pédagogiques de ma part qui sont ruinés en une phrase, reprise ensuite par tous les médias, et qui confond le pro-business, qui est indiscutablement la politique de la Chine, et le libéralisme, qui n'a rien à voir avec tout ça. Et je le savais d'autant plus que quelques mois auparavant, donc je fais des reportages dans le monde pour tester des idées de philosophie politique auprès de gens qui les vivent au quotidien. On en reparlera. Et donc, quelques mois avant l'intervention de Gattaz, j'avais été en Chine, justement, pour visiter un dissident qui s'appelle Mao Yushi, qui est un vieux monsieur maintenant, qui a fondé un institut libéral en Chine, qui est à peu près le seul institut de réflexion qui n'est pas directement lié au pouvoir, et qui a d'ailleurs été fermé depuis, qui avait été en 10 ans interné sous Mao, qui est de nouveau très mal vu par le pouvoir actuel, et qui au contraire défendait l'idée que la Chine est un pays tout sauf libéral, à la fois sur le plan évidemment des libertés publiques, mais aussi, et c'est ça qui est plus intéressant, sur le plan économique, puisque par exemple le droit de propriété y est à peu près inexistant. Et donc, on vous dit souvent, il y a un nouveau modèle asiatique avec une économie libérale d'un côté et une privation de droits civiques de l'autre, et donc ça contredirait la thèse de Hayek selon laquelle les libertés économiques, politiques et sociales sont liées. En fait, pas du tout. Vous n'avez pas de liberté économique en Chine. Vous avez des incitations à faire du business qui est tout à fait différent. Donc un mot, disais-je, qui n'a pas de, voilà, qui est souvent mal utilisé, un mot français, popularisé, venu d'Espagne, disent certains, mais enfin popularisé par Armène de Biran au début du XIXe siècle, qui faisait dire à Flaubert, par exemple, dans une de ses lettres, « Je suis un libéral enragé ». Et quand vous lisez les romans de Stendhal, par exemple, et que le terme libéral, libéraux apparaissent, c'est plutôt pour caractériser les progressistes, ceux qui, à l'époque, se battaient contre l'absolutisme royal.
Et puis, évidemment, la philosophie est faite pour interroger, pour pousser le raisonnement le plus loin. Et donc, si vous entendez des choses qui vous choquent, c'est normal, c'est le but de la philosophie. C'est étonnant maintenant, ces philosophes à la Edgar Morin, qui embrayent sur la morale publique, sur la banalité du discours public. On est là pour choquer. Quand vous lisez les dialogues de Platon, on se demande s'il ne faudrait pas, par exemple, instaurer l'eugénisme, s'il ne faudrait pas partager les enfants à la naissance. Bref, qu'est-ce que l'être et le néant? Bref, on interroge les choses jusqu'au bout. On n'a pas peur de dire les pires horreurs pour pouvoir les réfuter, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les contredire. Donc ne vous inquiétez pas. Et moi-même, je dois vous dire, donc j'ai étudié, enseigné, j'enseigne toujours la philo, et j'ai fait 5 ou 6 ans de philosophie jusqu'à la grecque, sans jamais avoir entendu parler du libéralisme. Alors on avait fait des textes de Tocqueville, on avait fait des textes de Locke, mais on ne nous avait jamais présenté le libéralisme dans mon cursus comme une doctrine en tant que telle, logique, cohérente, et pour beaucoup d'inspiration française. Et c'est quand même une lacune aujourd'hui, dans mon parcours philosophique, mais également dans les études juridiques ou économiques, qui est assez incompréhensible et assez dommageable. Et moi, j'ai découvert le libéralisme continental, le libéralisme français, en allant étudier à Columbia, aux États-Unis, où on nous avait fait un cours tout à fait basique et qui n'avait rien d'extraordinaire sur les origines du mouvement libéral des physiocrates. Et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, finalement, ça, c'est une doctrine dans laquelle je me reconnais. Mais c'est un hasard de mon parcours qui fait que j'ai découvert le libéralisme. La plupart du temps, vous n'entendez pas parler, ou seulement de manière très caricaturale, ou alors amalgamé au néolibéralisme, dont nous reparlerons. Alors, à cette disparition du libéralisme dans la sphère du débat public ou dans la sphère intellectuelle, on peut voir 3 grandes raisons possibles. Je n'ai pas de conviction très profonde sur le sujet, mais bon, je vous les propose. D'abord, il y a une explication sociologique, parce que le libéralisme a été revendiqué par les pires représentants du capitalisme de connivence, c'est ce que nous disions au début, que ça n'a pas arrangé la popularité de cette doctrine. Il y a une explication politique, me semble-t-il, avec l'émergence d'un capitalisme d'État et d'un dirigisme industriel très fort en France. Mais je voudrais me mettre en faux contre l'idée que la France est colbertiste depuis Louis XIV. En fait, quand vous lisez des livres comme Le Grand Méchant Marché de Landier et Tesmar, ou même quand vous lisez Paxton, ou même quand vous lisez Donner, Christophe Donner, quand il parle de la naissance des jeux au XIXe siècle, vous vous apercevez que la France est un pays extrêmement libéral à la belle époque, à la fois sur le plan économique, puisque c'était le pays où il y avait le plus d'actions détenues par tête de pipe. C'était un pays très boursicoteur. Quand vous lisez Zola, tout le monde joue à l'époque. C'était un pays où les structures intellectuelles restaient très libérales. Donc Jaurès ou Blum disaient sans aucun problème qu'ils étaient libéraux. Sciences Po le Sciences Po de Leroi-Gourhan était une fabrique de libéralisme. Et le point de rupture, arguent certains, je ne suis pas historien, mais enfin en tout cas c'est intéressant, le point de rupture ça a été Vichy. Dans le livre de Paxton sur Vichy, vous avez évidemment la moitié du livre que tout le monde connaît sur la responsabilité de l'État français dans le traitement des Juifs et de la question juive. Mais vous avez aussi une deuxième partie du livre qui n'est pas moins intéressante, et il fallait un Américain pour y penser en un sens, qui décrit la naissance du dirigisme français et qui l'associe aux structures de pouvoir de Vichy, qui crée l'État comme entité surplombante ayant pour tâche de gérer l'économie et la société. C'est très visible dans les premiers discours de Pétain à sa prise de pouvoir en novembre 1940, quand il explique que le libéralisme nous a conduits dans la situation dans laquelle nous sommes, et nous allons maintenant instaurer ce qu'il appelle le planisme, qui est un terme qui avait été conçu 10 ans avant dans une cellule de polytechniciens qui s'appelait X-Crise. Enfin, tout ça a une vraie histoire intellectuelle. Et qu'il met en place ces outils de la politique industrielle dirigiste, qui sont celles de Bichelonne et de la plupart de ses ministres. Voilà, donc, tout ça, c'est l'explication politique. Et puis enfin, il y a l'explication métaphysique, qui est la plus intéressante, évidemment, et que reprend Boudon, qui est un des rares sociologues libéraux, qui s'est beaucoup opposé à Bourdieu, d'ailleurs, et qui explique dans un livre pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme, que d'abord le libéralisme ne fait jamais vraiment système, et que les intellectuels ont cette passion du systématisme ou de la systématisation qui manque au libéralisme. D'ailleurs, pour compléter cette thèse, un des libéraux les plus amusants du XVIIIe siècle, c'est l'abbé Bonneau de Condillac.
ce qu'il a d'intéressant, c'est que d'un côté, il défendait le libre-échange dans son traité du commerce, mais de l'autre, il a écrit un traité anti-système, un traité contre les systèmes. Et c'est la première fois qu'un philosophe réfute ses prédécesseurs, non pas sur le fond, mais sur la forme, en disant le fait même que Spinoza, Leibniz, Descartes et autres aient construit des systèmes clos, des systèmes finis, où tout fait sens et où tout se renvoie, montre la vacuité de leur pensée, parce que qui peut croire qu'un esprit humain puisse englober la totalité du monde? Et en un sens, cette défiance vis-à-vis des systèmes, elle se retrouve dans le flux de la pensée libérale et la constitution de la pensée. On retrouve ça chez Jean-François Revel, par exemple. Mais elle se retrouve aussi sur le fond, c'est-à-dire que de même que le libéral se défie des frontières économiques, il se défie des frontières intellectuelles, il se défie des concepts trop arrêtés. Et puis, dit Boudon, il y a une autre explication qui est finalement la plus difficile à réfuter, qui est que tout au long du XXe siècle, l'individu a peu à peu perdu sa prééminence dans les sciences sociales, que la psychanalyse nous a montré qu'il y avait un subconscient, que la sociologie nous a montré que nous dépendions, le behaviorisme par exemple, de forces sociales et économiques qui nous avaient constitués, que ensuite les pensées postmodernes de Deleuze par exemple nous ont montré que nous étions dans un monde de flux, que l'individu n'était qu'un épiphénomène, tout ce nietzschéisme qui réfute l'idée de la conscience individuelle libre et disposant de son libre arbitre. Et donc finalement, comme on a déconstruit l'individu, comme on a déconstruit le sujet métaphysique, le sujet de droit, qui est également la thèse de Ferry dans la pensée 68, eh bien c'est finalement normal que l'individu perdant sa prééminence, le libéralisme, qui est fondamentalement une pensée de l'individu, pensée individualiste, perde lui de son lustre intellectuel. Voilà. Alors, pour commencer, en douceur, j'aimerais vous parler du tout premier libéral. Le tout premier libéral, on ne le connaît plus beaucoup, il s'appelle Pierre de Bois-Guilbert. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Pierre de Bois-Guilbert. Je me demande s'il n'était pas normand d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que Pierre de Bois-Guilbert a émergé au moment du colbertisme, du vrai colbertisme, au moment où Colbert était au pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est que dès que vous avez eu un embryon de colbertisme, vous avez eu une réaction qui a donné naissance, vous avez une contestation du rôle du pouvoir central, qui a donné naissance ensuite aux physiocrates, à Adam Smith qui avait lu Bois-Guilbert, et ensuite à toute la tradition libérale du 19e et du 20e siècle. D'ailleurs, j'en profite pour troubler un peu, brouiller un peu les pistes, que Bois-Guilbert a été célébré par Marx, qui, dans sa contribution à la critique de l'économie politique, explique que Bois-Guilbert, bien que l'un des intendants de Louis XIV, puisqu'il était lieutenant de police, prenait parti pour les classes opprimées avec autant d'intelligence que d'audace. J'aimerais défendre le fait, je crois que c'était le titre d'ailleurs de cette intervention, que le libéralisme s'est toujours fait en résistance par rapport à un pouvoir central et jamais, évidemment, en porte-coton du statu quo. Alors, Pierre de Bois-Guilbert, qu'est-ce qu'il dit? Et je résume sa pensée parce que finalement, elle a énormément de résonance contemporaine. D'abord, contre les tarifs sur les grains qui avaient été instaurés par Colbert, tarifs douaniers à la sortie du territoire, il défend la liberté du commerce, y compris la liberté du commerce intérieur, puisqu'il restait beaucoup de douanes intérieures dans le pays. Et il défend la liberté pour les commerçants d'utiliser les chemins, il appelle ça la liberté des chemins, et les mers. Ensuite, il est déjà contre la pression fiscale, contre les impôts, en disant que tous les désordres qu'on a exposés, je le cite, rendent la somme de l'impôt bien inférieure à celle que pourrait acquitter la France. Ce qui veut dire, c'est déjà une anticipation de la courbe de l'affaire. L'impôt est tellement mal conçu, il est tellement injuste, il pèse tellement de manière disproportionnée sur les classes populaires, ce qu'on pourrait argumenter est toujours le cas, qu'il est contre-productif, y compris pour les recettes de l'État. Ensuite, il est pour l'ouverture de ce qu'on n'appelait pas encore les professions réglementées, qui étaient des corporations, les jurandes auxquelles Colbert tenait tant. Et donc, il appelait, lui, à la constitution de métiers libres. Vous savez que c'était très dur, quand même, les jurandes des corporations à l'époque, puisque les ouvriers qui exerçaient leur métier honnêtement hors de la corporation pouvaient être condamnés à mort, pouvaient être exécutés. Et ça, vous le retrouvez dans les commissions Rouet-Farman, qui avaient été mises en place par le général de Gaulle après la guerre, jusqu'à la commission Attali aujourd'hui, cette tradition de démantèlement du système corporatif.
Et enfin, il considère la monnaie, l'idée de monnaie, contre les mercantilistes comme un simple moyen d'échange. C'est-à-dire que la monnaie n'a pas une valeur en elle-même, n'a pas une valeur d'accumulation, mais qu'elle est simplement un intermédiaire neutre dans l'échange de biens qui reflète la mise en commun de volonté libre. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça vous explique pourquoi aujourd'hui, les libéraux sont très contre les banques centrales, par exemple, sont très contre l'idée de donner le monopole de la création monétaire aux banques, sous la forme des réserves fractionnaires, on pourra en parler si ça vous intéresse, et donc contestent ce système bancaire actuel sous l'idée que la monnaie est artificiellement créée. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart se ruent vers le Bitcoin, qui a le mérite d'être une monnaie à quantité finie, et donc normalement plus neutre dans l'évaluation des échanges. Alors, et j'aimerais vous citer une petite anecdote qui se trouve dans le texte de Bois-Guilbert, qui s'appelle Factum de la France, qui a été publié en 1705, et puis de décomposer un peu cette phrase, cette anecdote plutôt amusante, où se nichent beaucoup des développements futurs du libéralisme. Alors, il écrit « Une personne en place, Colbert donc, ayant mandé un grand négociant, il s'agissait d'un banquier de Rouen, vous voyez, on est en Normandie, afin de conférer avec lui des moyens de rétablir le commerce, qu'il fallait être aveugle pour ne pas convenir qu'il était ruiné, l'autre lui répondit qu'il y en avait un très certain et très facile à pratiquer, qui était que lui et ses semblables ne s'en mêlassent point, et que tout irait parfaitement bien, parce que l'ardeur de gagner était si naturelle qu'il ne te fallait point d'autres motifs pour les faire agir, qu'il n'y avait qu'une violence continuelle causée par les intérêts indirects qui tira de cette situation pour mettre dans celle d'aujourd'hui. Bon, comme vous pouvez voir, Bois-Guilbert n'est pas un styliste, c'est assez lourdement écrit, mais enfin, si vous voyez l'anecdote, c'est Colbert qui vient voir un banquier en lui disant « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» et le banquier lui dit « Surtout rien. » Surtout rien. Et comme cette réponse, continue-t-il, n'incommodait pas généralement tout le monde, elle n'eut point de suite. Il y a bien des choses qui fermentent dans cette simple phrase, puisque ce n'était qu'une phrase, et on sait qu'Adam Smith avait dans sa bibliothèque le détail de la France de Bois-Guilbert. D'abord, je mettrai 3-4 grandes idées qui irrigueront la pensée libérale. D'abord, c'est l'idée que les prix se forment naturellement. Un texte très intéressant qui commente Bois-Guilbert, c'est Michel Foucault. Michel Foucault a écrit le dernier cours de Michel Foucault au Collège de France, ce cours de 78-79, qui a été réédité sous le nom de Naissance de la biopolitique, et pour moi le texte le plus formidable qui a été écrit sur l'histoire du libéralisme, que Foucault connaît très bien, et avec laquelle il a beaucoup au moins de sympathie. Ça a été très discuté de savoir si Foucault avait cédé au libéralisme à la fin de sa carrière ou non. Ce cours est toujours extrêmement controversé. Pour moi, c'est la plus belle histoire du libéralisme que j'ai lue. Et donc, commentant Bois-Guilbert, il dit, voilà, Bois-Guilbert conçoit le marché comme un lieu de vérité, comme un lieu de véridiction, qui restreint la gouvernementalité de l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, il y avait une raison d'État qui s'imposait de l'extérieur et qui n'était limitée que par des droits naturels, qui n'était limitée que par le système juridique. Il dit avec l'idée de formation naturelle des prix, le pouvoir s'auto-limite. Le pouvoir doit créer une sphère dont il s'abstrait, où il s'abstient d'intervenir parce qu'il n'y trouve plus sa propre vérité ou sa propre légitimation. Et donc, vous voyez que dans cette idée que les prix se forment naturellement, ce n'est pas seulement une idée économique, c'est aussi une idée que la souveraineté de l'État est limitée, qu'elle n'intervient pas dans tous les domaines. Et cette idée que la souveraineté est limitée sera reprise ensuite par Benjamin Constant, par exemple, qui dit Rousseau, c'est l'antilibéral. Rousseau, c'est la souveraineté illimitée, c'est la volonté populaire, la volonté générale peut prendre des décisions sur tout. Alors qu'au contraire, l'idée que la souveraineté de l'État est limitée laisse une sphère individuelle où la décision collective n'a pas lieu d'être. D'où le constitutionnalisme de Constant et l'idée qu'il y a des droits qu'il faut garantir sans aucune délibération. C'est pour ça que quand, par exemple, l'Irlande, je fais une petite digression contemporaine, mais quand l'Irlande fait un référendum sur le mariage homosexuel, et tout le monde a célébré le résultat de ce référendum, puisque les Irlandais, pourtant de tradition très catholique, ont accepté que les homosexuels puissent se marier. C'est en fait absurde du point de vue libéral. C'est absurde de demander à la majorité de décider des droits de la minorité.
ils n'ont pas à être discutés, ils n'ont pas à être soumis à les délibérations. Et donc, vous avez à l'inverse de ça, l'idée que l'État n'est pas la nation, contre bien entendu la conception colbertiste qui traîne jusqu'à nos jours. Ensuite, il y a un deuxième terme que je retiens dans cette phrase, c'est l'ardeur de gagner. Il dit finalement l'ardeur de gagner, l'ardeur de faire, le désir de faire du profit, va résoudre les problèmes que connaît le commerce sans que le pouvoir ait besoin d'intervenir. Et effectivement, on voit apparaître là, il faut le reconnaître, quelque chose comme une main invisible. Vous connaissez sans doute cette expression souvent utilisée d'Adam Smith. Je tiens quand même à rappeler que dans les 1500 pages d'Adam Smith, ça n'apparaît que 2 fois, la main invisible, et de manière extrêmement discrète dans des paragraphes. Je n'ai pas jamais compris comment elle avait été à ce point mise en valeur. Et qu'elle apparaît d'ailleurs d'abord dans un texte de philosophie morale d'Adam Smith, qui est la théorie des sentiments moraux, puisque Adam Smith, avant d'être un économiste, était un moraliste. C'était plutôt quelqu'un d'ailleurs d'assez austère. Mais enfin, il y a bien cette idée... Il y a bien cette idée que ce n'est pas tellement l'idée de l'autorégulation, c'est l'idée qu'il ne faut pas essayer de transformer les vices humains en vertus, mais qu'il faut mettre en place le système d'incitation le mieux conçu pour que ces vices puissent avoir les bénéfices publics les plus importants. Et avec cette idée, Adam Smith change quand même beaucoup toute la philosophie morale qui, jusqu'à présent, reposait sur l'idée de changer l'homme, de changer la nature humaine, de restreindre ses passions. Là, c'est l'idée de bien conduire ces passions et de mettre en place des régulations, justement. Et il n'a jamais été question, mais on y reviendra, d'abolir ou de nier le rôle de l'État régulateur dans la pensée libérale, au moins jusqu'en 1970. Et donc, c'est vraiment l'idée de canaliser ces vices pour leur permettre de s'exprimer dans un sens qui soit bénéfique au groupe. Le grand chantre de cette idée, peut-être que vous m'avez vu venir, c'est Bernard Mandeville dans La Fable des abeilles. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite fable. Je vous ai dit, c'est un peu décousu, comme ça on présente beaucoup de choses, et puis ensuite vous ferez votre tri. Mais au moins, La Fable des abeilles a l'intérêt d'être assez poétique, assez drôle, et donc facile à retenir. Donc, je vous la donne en minute. Donc Bernard Mandeville, qui est un polémiste hollandais émigré en Grande-Bretagne, temps très prospère du Londres du début du XVIIIe siècle, et qui est un esprit provocateur, qui est un médecin, qui a beaucoup d'activités, qui fréquente l'aristocratie de l'époque. Et il écrit cette fable en décrivant la société londonienne, prospère, dynamique, sous les traits d'une société d'abeilles, d'une ruche, d'où la fable des abeilles. Et il écrit cette petite fable et ensuite il en fera en fait toute sa vie. Il continuera à publier des commentaires de cette fable inlassablement. En fait, la fable des abeilles, la version totale, c'est 500 pages de commentaires de philosophie politique, mais la fable, elle, reste très courte. Cette fable dit, voilà, imaginez une société d'abeilles prospère, où il y a bien sûr des truands, de la corruption, du vice. Enfin, c'est une société qui avance, qui échange, qui crée, qui innove. Et voilà que apparaissent des gens qui protestent et qui disent « mais à bas les fripons, à bas cette corruption ». Alors Jupiter, pour punir les abeilles de leur audace, décide d'inscrire la vertu au fond de leur cœur, de sorte que les gens commencent à se comporter de manière vertueuse, non pas contraints par la loi, mais de manière parfaitement spontanée. Et peu à peu, la société se délite. Les avocats, bien sûr, sont immédiatement au chômage, la justice aussi, mais le cours des bourses s'effondre puisque la demande chute. Le crédit même cesse d'être le moteur de l'économie puisque les gens cessent de s'endetter pour faire grossir leur petite entreprise ou pour s'acheter une nouvelle maison. Ils préfèrent conserver ce qu'ils ont. Les modes périssent, puisque à quoi bon changer ses vêtements quand on peut recycler ceux d'il y a quelques dizaines d'années. Et bien sûr, l'art périt, puisque plus personne n'est assez fou pour mettre en avant son ego. Et donc, peu à peu, cette société qui était si prospère se ratiocine et finit dans le coin d'un arbre. Et Mandeville conclut, si vous voulez vivre honnête, préparez-vous également à manger des glands.
Voilà. Et donc, vous voyez que cette idée, mais en même temps, dans d'autres textes, Mandeville dit bien que le rôle du gouvernement, c'est de canaliser cette somme de vices. Par exemple, sur un tout autre sujet, je vais peut-être vous choquer, mais enfin, il a écrit un livre qui ne se trouve pas beaucoup, mais que j'avais été regardé à la BN et qu'on m'a apporté dans son jus d'origine. C'était des moments assez émouvants d'ailleurs, qui s'appelait Vénus la populaire et qui était en fait une apologie des maisons closes en disant, puisqu'il y avait déjà le débat à l'époque, faut-il interdire ou non la prostitution, hein, c'est pas nouveau. Et donc Mandeville proposait d'installer au centre de Londres, au centre bourgeois de Londres, des maisons closes, mais bien régulées, où on contrôlerait l'hygiène, etc., pour que ce vice soit exposé au grand jour, maîtrisé, régulé, et donc ne fasse pas souffrir la société ou les gens qui s'y adonnent aussi fortement que la prohibition peut y conduire. Et sur cette idée donc de main invisible, vous voyez qu'elle n'exclut pas d'abord la régulation, premièrement, et que deuxièmement, contrairement à ce qu'on lit souvent, l'idée n'est pas tellement qu'elle produit un bien-être économique supérieur à l'intervention d'État. Pas du tout. Elle est plutôt qu'elle permet une coopération décentralisée entre les êtres humains. Et c'est ce que Hayek appelle la catalaxie. Il dit le but d'un ordre spontané, géré par le marché, c'est pas de maximiser l'allocation des ressources. Ça, c'est vraiment la théorie autrichienne de base de von Mises, mais que Hayek dépasse largement. C'est au contraire de permettre à chacun de faire ses propres choix et de permettre à la société d'accepter des finalités divergentes. C'est-à-dire que quand vous échangez des biens, vous pouvez échanger des biens en ayant des modes de vie, des convictions totalement différentes. C'est les textes de Voltaire, par exemple, sur la Bourse de Londres, où toutes les religions se retrouvent. Et donc, c'est la manière de faire coexister de manière pacifique des finalités individuelles différentes. Et de ce point de vue-là, le but du marché ou le but de la main invisible, c'est plutôt d'assurer le maximum de diversité humaine que de viser je ne sais quelle maximisation économique. Enfin, toujours dans cette phrase de Bois-Guilbert, il y a l'idée que si Colbert intervient, il y aurait une violence continuelle causée par les intérêts indirects, etc. Et cette violence continuelle, c'est évidemment ce qui sera ensuite l'école des choix publics de Buchanan, c'est-à-dire l'idée que l'État n'est jamais neutre, que l'État est toujours traversé d'intérêts particuliers et que son intervention directe dans les mécanismes de marché pour les perturber, pour favoriser tel ou tel groupe, est toujours liée à des intentions politiques qui en privilégient certains au détriment d'autres. Alors pour continuer peut-être à ébranler les préjugés sur le libéralisme, j'aimerais vous dire en quelques têtes comme ça de chapitres un peu basiques ce que le libéralisme n'est pas. On dit c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort, c'est qu'est-ce qu'on dit d'autre, l'ultralibéralisme, c'est le libéralisme anglo-saxon, c'est les conservateurs, c'est de droite. Bon. Voilà. Donc je vais prendre chacun de ces items récurrents dans le débat public. J'ai vu d'ailleurs que la droite, pas plus tard qu'aujourd'hui, avait attaqué le budget du gouvernement présent en disant qu'il était ultra-libéral, tellement c'est un mot qui est utilisé à toutes les sauces pour simplement discréditer l'adversaire. Et donc je vais reprendre chacun de ces items et puis je vais essayer de démontrer que ce sont des préjugés tout à fait contestables. D'abord, on dit c'est la loi de la jungle. D'abord, j'avais eu l'idée dans ma série de reportages d'aller voir une jungle, parce qu'une jungle, finalement, c'est quelque chose de très... les éthologues vous disent c'est quelque chose d'extrêmement organisé. Ce n'est pas du tout le chaos, la jungle. Enfin, passons. C'est cette idée que le libéralisme serait contre l'État. En fait, c'est tout l'inverse. Historiquement, le libéralisme a donné naissance à l'État moderne comme régulateur du marché, garant des droits individuels. C'est ce que Pierre Rosanvallon, dans ses livres sur l'histoire de France, appelle le jacobinisme libéral. C'est l'idée que la Révolution française a installé l'État pour détruire les intérêts intermédiaires, dont les corporations, et instaurer un rapport direct entre l'État et l'individu, brisant ainsi les sphères de privilèges, qui soient d'ordre politique ou d'ordre économique. C'est exactement la conception qu'en a la BCIS. D'abord, la BCIS, vous savez, dans son fameux pamphlet « Qu'est-ce que le tiers-État qui annonce la Révolution ?»,
C'est intéressant de voir que la première page de Qu'est-ce que le tiers-État, c'est une apologie du libre-échange, avant même d'aborder les effets de pouvoir, les privilèges politiques. Ne connaît-on pas les effets du monopole, demande l'abbé Sieyès. S'il décourage ceux qui l'écartent, ne sait-on pas qu'il rend moins habiles ceux qui le favorisent? Ne sait-on pas que tout ouvrage dont on éloigne la libre concurrence sera fait plus chèrement et plus mal? Et donc, la même philosophie est appliquée à l'ordre politique et à l'ordre économique. C'est de briser ce que sont les espèces de caillots, que sont les corporations d'un côté ou les ordres institués de l'autre, et de fluidifier la société en permettant aux individus de graviter de manière indépendante. Ce que dit Sieyès, je me figure, et ça c'est une phrase qui résume très bien la conception française du libéralisme, que critique d'ailleurs Hayek, je me figure la loi au centre d'un globe immense, tous les citoyens sans exception sont à la même distance sur la circonférence et n'y occupent que des places égales. Encore une fois, c'est un libéralisme très radical, que Hayek critiquera le libéralisme français en disant que le libéralisme français est trop fort. Lui préfère que les ordres spontanés évoluent. C'est la critique que fera Burke, par exemple, de la Révolution française, en disant vous essayez de faire une page blanche et d'instaurer une société idéale. Effectivement, le libéralisme français, le libéralisme révolutionnaire français, est un libéralisme assez étatiste, le jacobinisme libéral, qui place l'État comme garant de ses droits. Et le héros de ça, et pour moi le grand héros de la Révolution française, c'est pas Robespierre, c'est Isaac Le Chapelier. Isaac Le Chapelier était à la fois le président de l'Assemblée nationale la nuit du 4 août lors de l'abolition des privilèges, c'est lui qui l'a vraiment mis en forme, donc ça c'est côté privilège politique. Et ensuite côté privilège économique, Isaac Le Chapelier est l'auteur de la loi du même nom qui porte son nom du 14 juin 1791, qui dit « il n'y a plus de corporation dans l'État » et qui d'un trait de plume abolit l'ensemble des corporations et dit « chacun est désormais libre d'exercer le métier de son choix ». Et le juge sera non pas exempter les pairs de la corporation, mais ex post les clients ou les consommateurs, un peu comme le système des étoiles aujourd'hui sur les applications. Et il avait d'ailleurs voulu pousser ça à l'ordre politique en exigeant l'abolition des partis politiques. Donc de même qu'il avait aboli les privilèges juridiques, qu'il avait aboli les corporations économiques, il a voulu abolir les ordres politiques, donc les partis politiques. Et c'est là que Robespierre lui a dit qu'il allait un peu trop loin et qu'il a perdu sa tête. Et cette phrase résume bien sa pensée. Quand il présente sa loi, il dit « Il n'y a plus de corporation dans l'État, il n'y a plus que l'intérêt de chaque individu et l'intérêt général. Il n'est permis à personne d'inspirer aux autres citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation. » Ça, c'était pour vous montrer que, au moins en France, le libéralisme est lié à la constitution de l'État moderne. Que donc la question n'est pas tellement de savoir s'il faut de la régulation, bien sûr, mais quelle régulation? C'est-à-dire, est-ce que l'État doit intervenir pour différencier les secteurs d'activité, ou est-ce que l'État doit simplement intervenir pour poser les règles du jeu, s'assurer que les prix soient transparents, que le consommateur soit informé, etc. Mais dans les deux cas, il y a bien sûr de la régulation. Donc l'alternative n'est pas déréguler ou réguler. La question est quelle forme de régulation? Et ça, les libéraux l'ont reconnu depuis longtemps, explicitement avec le colloque Lippmann de la fin des années 30, où ils se sont réunis précisément pour s'insurger contre l'idée manchestérienne, c'est-à-dire là pour le coup l'idée britannique, du laisser-faire. Dire que la révolution française est libérale et ou devrait être un truisme, c'est ce que d'ailleurs, c'est l'analyse de Marx dans la question juive, où il explique, où il conteste d'ailleurs la révolution française comme une révolution bourgeoise, précisément parce qu'elle donne des droits à l'individu contre la collectivité. Et c'est ce qui explique également que Guizot, dans les années 30, qui est un des rares hommes politiques libéraux qu'a connu le pays, ait voulu finir la révolution en inscrivant ses droits dans le marbre. Mais peut-être je vais passer Guizot parce qu'on n'aura pas le temps. Alors, donc voilà. Donc d'une part, c'est pas la loi de la jungle. D'autre part, c'est pas la loi du plus fort. C'est tout l'inverse. C'est la chance donnée au faible de venir défier le fort. Et la meilleure illustration de ça, c'est le livre d'une historienne, Laurence Fontaine, qui a écrit « Le marché, histoire d'une conquête sociale ». Et elle explique qu'au Moyen-Âge, alors que les ordres sociaux étaient extrêmement stratifiés, le marché, donc le marché physique, le marché
alimentaire, a été le lieu de contestation du pouvoir et de contestation de l'ordre social, parce que précisément, l'échange volontaire, l'échange marchand, permettait de remettre en cause les hiérarchies naturelles ou les hiérarchies héritées. Bon, elle parle des foires de champagne, etc., pour illustrer tout cela. Contre, et que cette idée, justement, que le paysan pouvait s'enrichir par le crédit et donc par le prêt, était une idée qui avait été contestée par les garants de l'ordre de l'époque, par l'Église, qui détestait l'idée du prêt à gage, du prêt à intérêt, comme vous le savez. Et finalement, son analyse, c'est-à-dire que si l'Église a interdit l'usure, voire le crédit, le prêt à intérêt, c'était pour préserver l'ordre existant et certainement pas pour protéger ses ouailles. C'était pour ne pas être remis en cause. On a un exemple particulièrement frappant de ça dans Le Marchand de Venise de Shakespeare. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un usurier juif qui s'appelle Shylock. C'est important qu'il soit juif parce qu'il est exclu, il est mis au banc de la société. Il est mis au banc de la société de l'époque. Et lui, il prête à intérêt. Et donc, il est vu dans toute la pièce comme le vilain. Parce que c'est lui qui exige de Bassiano pas un gramme, mais une livre de chair, voilà, merci. Une livre de chair en échange, en garantie du moins, de son prêt. Mais en même temps, il y a des passages assez incroyables où Shylock nous fait pitié, parce que Shylock se dresse contre une société qu'il a exclue religieusement, qu'il a exclue socialement. Et donc celui qui essaye de troubler cet ordre-là, eh bien, c'est celui qui justement fait marcher le système du crédit. Le système du crédit qui sera repris par les franciscains, enfin je passe tout ça. Et comment ça se transpose à l'époque actuelle? Cette idée que le crédit et l'accession au capital est ce qui permet de chambouler l'ordre existant et de donner du pouvoir aux moins privilégiés, c'est Hernando de Soto dans Le mystère du capital. Je ne sais pas si vous connaissez cet économiste, philosophe, etc., péruvien, qui est toujours d'ailleurs très influent dans les politiques de développement du tiers-monde. Et il a cette thèse que moi je trouve très belle. Il dit le problème du capitalisme, c'est pas qu'il a asservi les pays en voie de développement, comme le Pérou, c'est au contraire qu'il n'y a jamais pénétré. Parce que les pauvres là-bas sont exclus du mécanisme du capital, sont exclus du mécanisme du crédit. Et ce pour une raison très simple, c'est qu'ils ne possèdent pas de titre de propriété. Et que le titre de propriété, c'est-à-dire le cadastre, c'est les titres de propriété que nous avons tous sur notre voiture, éventuellement notre maison, ces titres de propriété sont ce qui transforme une possession en capital. Tout le monde a des possessions. Mais pour que cette possession devienne capitale, il y a un processus d'abstraction qui permet ensuite d'en faire un collatéral, de l'hypothéquer. Bref, de commencer à rentrer dans la logique du crédit et éventuellement du microcrédit, enfin, et donc de lancer, de bouger dans le monde. Et donc, ce qu'il dit, c'est la première chose que vous devez faire pour assurer le développement des bidonvilles de Lima, c'est un cadastre. Car une fois que les gens sont assurés... Comment ça se passe dans les bidonvilles de Lima? Alors, je dis d'autant plus naturellement que lors de ces abordages, j'y étais y passer une semaine pour regarder comment se déroule le microcrédit, qui est vraiment le capitalisme à l'état le plus pur. Hein. C'est des prêts directs, quasiment sans contrat, et qui sont d'ailleurs à peu près toujours remboursés. Et qui permettent aux petites couturières d'acheter un peu plus de tissus, d'en vendre un peu plus, et petit à petit, comme ça, de se fabriquer du capital. Et donc dans ces bidonvilles, les types arrivent avec des tôles, mettent des tôles sur le sol, un vague toit dessus, et c'est leur maison. Mais simplement, c'est une maison qui n'est pas reconnue, entre guillemets, de même que leur activité reste une activité informelle, de vendeur à la sauvette, illégale. Et donc, à tout moment, ils peuvent perdre les deux. Ils peuvent perdre leur habitat, ils peuvent perdre leur activité. Et donc, c'est de leur donner un titre de propriété sur leur petite maison en tôle, ou reconnaître leur rôle comme marchand dans les rues, c'est ce qui permet de les faire entrer dans une dynamique proprement capitaliste et de créer de la richesse.
Et De Soto analyse comme ça d'ailleurs le printemps arabe, en disant que le printemps arabe, c'était quand même d'abord un vendeur de rue qui était illégal, qui était harcelé par la police, et qui, alors qu'il faisait honnêtement son métier, qui était de vendre des fruits et des pastèques dans la rue, et qui n'était pas un métier reconnu comme tel. Et on retrouve aussi tout le discours de Colbert contre les métiers libres. Voilà, donc c'est l'idée, et c'est comme ça que d'ailleurs De Soto réfute Piketty, en disant, le problème de Piketty, c'est qu'il n'a pas compris que le but, peut-être qu'il a raison sur les lois économiques et que les revenus du capital, les retours sur le capital sont supérieurs à la croissance des revenus, peut-être, mais le but justement, c'est de démocratiser l'accès au capital, plutôt que de le restreindre. Donc ça, voilà, ça c'était sur la loi du plus fort. Ensuite, sur l'ultra ou le néolibéralisme. Bon, d'abord, dans le cas précis de la France, il faudrait quand même un peu de mauvaise foi pour considérer qu'un pays qui a 57% de dépenses publiques et 47% de taux de fiscalité qui sont les plus hauts de tous les pays de l'OCDE est un pays ultra-libéral. Mais même, passons ça. Le terme néolibéralisme, qui est extrêmement utilisé dans toute la littérature, y compris la littérature universitaire, de contestation du capitalisme ou altermondialiste. Je suis en train de lire d'ailleurs, je lisais dans le train le livre de Serge Audier sur les néolibéralismes, est un terme qui est né essentiellement, ou du moins qui a été popularisé par Foucault, dans le texte dont nous parlions. Mais seulement Foucault, dans ce texte, ne décrit pas du tout l'émergence d'une sorte de capitalisme pieuvre qui serait en train d'étrangler l'ensemble de la planète par le biais des dérégulations. Pas du tout. Foucault décrit quelque chose d'extrêmement précis. Il décrit la philosophie de Gary Becker. Gary Becker, qui est cet économiste, prix Nobel, libéral, l'école de Chicago, qui a produit des choses assez intéressantes sur l'analyse économique des comportements quotidiens et le fait qu'on peut analyser le mariage, par exemple, ou le système de droit sous le prisme de l'économie et de la rationalité économique. Bon, ça se défend, en tout cas c'est intéressant, et d'ailleurs Foucault y retrouve beaucoup de ce qu'il dit sur le système pénal, parce que dans cette approche-là, dans cette approche économique du crime, le système judiciaire n'est pas là pour punir, il est simplement là pour protéger la société. Donc Foucault retrouve un peu ce que lui appelle les illégalismes dans Surveiller et punir. Enfin, en tout cas, il s'intéresse à Gary Becker et cette idée que chaque individu, finalement, devient à lui-même sa propre entreprise. L'idée fondamentale de Becker. Donc il décrit, et Foucault a une certaine tendresse pour ça, parce que c'est un côté très antidisciplinaire. Et ça s'oppose radicalement aux injonctions du pouvoir central. Et ça permet de laisser dans la société des zones grises qui sont importantes à la constitution du tissu social. Donc il y a une tendresse pour ça, mais ce mot a été sorti de ce contexte intellectuel et est devenu un épouvantail qui n'a aucune base théorique. Personne n'a jamais défendu en tant que tel le néolibéralisme. Quelque chose qui existe, qui est véritablement une fiction qui permet d'éviter de réfléchir au mouvement du monde et de la mondialisation. Et d'ailleurs, évidemment, tous les libéraux ont toujours détesté Hayek en premier. Voilà. Pas enfin d'ailleurs, le libéralisme n'est pas anglo-saxon. On l'a vu, c'est une tradition proprement européenne, française et britannique pour commencer. Enfin, beaucoup française. Adam Smith était inspiré de Turgot et de Condillac. À l'inverse, vous avez plutôt un lien assez fort, plus fort qu'en France d'ailleurs, entre le Royaume-Uni et le socialisme. Attlee a été beaucoup plus loin qu'aucun gouvernement français dans la nationalisation de l'économie après-guerre. Et le système d'assurance, d'ailleurs, d'assurance santé anglais, est beaucoup plus socialisé que le nôtre, puisque vous savez que c'est par l'impôt. C'est un système beveridgien, donc c'est pas par la cotisation, c'est pas à proportion de ce qu'on cotise, mais c'est financé par la fiscalité générale. Donc, si on veut trouver un point de rupture entre la France et l'Angleterre dans la conception du libéralisme, il est plus intéressant de se tourner vers l'histoire dont nous parlions au début du tarif sur les blés. Au XVIIIe et aussi dans toute la première moitié du XIXe siècle, le grand sujet, c'était faut-il baisser les tarifs douaniers sur les blés. Tout le monde s'est emparé de ce sujet, commencé par Ricardo dans sa théorie des avantages comparatifs.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Angleterre, il y a une association privée qui s'est créée qui s'appelait l'Anti-Corn Law League. Donc des gens qui se sont battus dans la société civile en disant qu'il faut abolir ces tarifs douaniers parce que finalement, ils sont au détriment de nos petits producteurs, ils avantagent les gros, et évidemment au détriment de nos consommateurs, qui payent plus cher leur blé, leur pain, etc. C'est Richard Cobden qui avait fait ça, et qui avait fait ça avec succès, puisque finalement, le Royaume-Uni, le gouvernement de l'époque, je crois que c'était Gladstone, je ne suis pas sûr, avait aboli les corn laws. Et en France, quand Cobden a fait ça, en France, quelqu'un a voulu l'imiter. Et ce quelqu'un, c'est Frédéric Bastiat, qui est souvent cité chez les libéraux, qui est un pamphlétaire plutôt que d'être un philosophe, qui a écrit des textes qui sont assez drôles, comme le texte sur les marchands de chandelles. Et donc, Bastiat dit, je vais faire la même chose, et il crée, depuis Bordeaux, en 1846, une association pour la liberté des échanges, qui a pour but de supprimer les tarifs, les douanes de douaniers sur les blés. Et Bastiat, à ce moment-là, édite une revue, fait beaucoup de propagande, d'activisme, si vous voulez, en faveur du libre-échange. Il dit, le libre-échange, ce mot fait notre force, il porte en lui-même la démonstration d'une vérité, la déclaration d'un droit, la puissance d'un principe. Alors la vérité, c'est la formation des prix, on en a parlé, le droit, c'est celui de vendre librement ses produits, et le principe, c'est celui d'une société libre. Mais seulement, ça se passe beaucoup moins bien qu'en Angleterre. D'abord, ça n'a pas le même appel populaire, et ça reste, l'association pour le libre-échange de Bastiat reste concentrée sur les cercles de pouvoir. Celui qui décrit bien ça, d'ailleurs, c'est David Todd, qui est un historien, je crois que c'est le fils d'ailleurs de Todd, dans un livre sur l'histoire économique du XIXe siècle. Et donc, en réaction à Bastiat, se fonde là un très fort contre-pouvoir, celui d'Auguste Mimerel, père fondateur de ce qui deviendra le CNPF et le MEDEF, donc le regroupement des patrons, qui fonde, ça va vous rappeler les termes du débat actuel, l'Association pour la défense du travail national. Donc, il y a quand même toujours cette idée que c'est le patronat qui s'oppose au libre-échange en arguant de l'emploi national. Guizot était au pouvoir à ce moment-là, timidement essaye de prendre la vague de Bastiat et d'abolir les droits de douane. Il n'y arrive pas. Mimerel est plus fort dans l'opinion publique, ce qui fait que Flaubert put donner comme définition du libre-échange dans son dictionnaire des idées reçues. Rappelez-vous que ce sont donc des idées reçues, cause de tous nos maux. L'Association pour la liberté des échanges est détruite et tout ça donnera les tarifs Méline qui renforcent le protectionnisme français. Et tous ces sujets-là se retrouvent dans les débats actuels autour du TTIP, par exemple. Par ailleurs, le libéralisme n'est pas conservateur. C'est Hayek qui a écrit un livre entier, « Pourquoi je ne suis pas », un long article, « Pourquoi je ne suis pas un conservateur ». Pourquoi il n'est pas conservateur? D'abord parce qu'il se méfie de l'autorité établie, ça je pense que vous l'avez compris. Et aussi parce que la même doctrine s'applique aux questions de société. Je trouve tout à fait absurde de distinguer un libéralisme qui serait un libéralisme économique d'un libéralisme qui serait un libéralisme social. Si vous pensez que l'individu doué d'un libre arbitre peut faire ses choix de manière responsable, alors il peut les faire pour sa propre vie comme pour les produits qu'il échange. Le meilleur représentant de ce libéralisme social ou sociétal, c'est John Stuart Mill, qui s'était battu au XIXe siècle pour le droit des femmes, contre l'esclavage, pour la légalisation des drogues déjà. Et dans le texte d'Isaiah Berlin sur John Stuart Mill, il a une très très belle formule, je trouve, caractérisant la philosophie de Mill. Il dit « the right to err », le droit d'errer, le droit de ne pas être dans la norme utilitariste. D'ailleurs, John Stuart Mill réagit à Bentham, se détache de l'utilitarisme en disant « ce qui est important, c'est de laisser à l'individu la possibilité d'être hors de la norme sociale ». Ce qui fera d'ailleurs écrire à John Stuart Mill une très très belle défense de la liberté d'expression dans On Liberty. Il y a un texte à lire sur la liberté d'expression, c'est ce texte-là, c'est le chapitre 2 de On Liberty, où John Stuart Mill dit « il faut avoir le droit de tout dire pour pouvoir tout réfuter, y compris les propos les plus insupportables, les plus racistes, les plus tout ce que vous voulez, avec peut-être comme seule limite l'atteinte directe à autrui, donc la diffamation ou l'insulte. Mais sinon, il faut avoir le droit de tout dire pour avoir le droit de tout réfuter. Pourquoi? Parce que sinon, la vérité devient un dogme mort. Si la vérité est vérité, elle n'a pas à craindre son contraire. Elle n'a pas à craindre l'expression de l'erreur, parce qu'elle va pouvoir la réfuter.
En revanche, quand elle interdit l'erreur, à ce moment-là, elle tourne en rond elle-même. Comme elle ne voit plus son contraire, elle ne sait plus y répondre. Et elle devient un dogme mort. On pourrait actualiser ça, mais on n'a pas le temps. Et puis, sur le plan du droit de la famille, évidemment, John Stuart Mill ouvre toute la théorie contractualiste, qui est de dire, finalement, il est absurde qu'il y ait un droit de la famille en tant que tel, géré par l'État. Il devrait y avoir purement un droit des contrats qui vous permet de vous associer avec qui vous le souhaitez, sans être soumis à la norme de la famille. Ce qui est encore le cas en France, quand vous vous mariez, vous allez à la mairie, et finalement c'est assez bizarre d'aller à la mairie. En Angleterre, quand on se marie, on peut se marier dans un pub avec un notaire qui constate la validité du contrat. Mais l'État n'intervient pas dans cet arrangement d'ordre privé. Enfin, le libéralisme n'est ni de droite ni de gauche, pour une bonne raison, c'est qu'il préexiste à cette séparation, puisqu'il naît au XIXe siècle dans le combat entre les intellectuels, entre les physiocrates et leurs opposants, mais tout d'un coup, le nom m'échappe. Et je dirais qu'après, la gauche et la droite naissent sur les bancs de l'Assemblée constituante, dans le débat sur la mort du roi, et il prend ensuite une route à gauche, me semble-t-il, qui sera celle de Proudhon, du mutualisme, qui va peut-être jusqu'à Michel Onfray, s'il était là, on pourrait lui demander. Voilà. Michel Onfray qui a quand même la vertu rare dans le débat, dans le champ intellectuel français, d'être un individualiste assumé. Et à droite, une route qui passe par Guizot et qui ira jusqu'aux orléanistes, et à la droite, disons, libérale de Giscard, et puis après, ça s'éteint un peu. J'en profite pour vous dire que Proudhon, contrairement à ce qu'on dit souvent, Proudhon a toujours réfuté la propriété, c'est le vol. Il a toujours dit que c'était une espèce de phrase de gag de jeunesse, c'est un tweet, si vous voulez, qui est resté de manière tout à fait anachronique à la postérité. En fait, Proudhon a écrit une théorie de la propriété à titre posthume, où il défend de manière remarquable le droit de propriété, en expliquant que la propriété est ce qui permet justement à l'individu de constituer une sorte de substance personnelle qui lui permette de résister au pouvoir. Et donc ces deux traditions ont irrigué la gauche et la droite. Dans la gauche libérale va au moins jusqu'à Pierre Bérégovoy, qui avait des phrases dans les années 80, quand il a justement été à l'œuvre dans la dérégulation bancaire, qu'on pourrait signer. Quand il dit « socialiste, l'idée que je me fais de la liberté s'accorde mal avec le dirigisme et l'interventionnisme d'État ». Et de même que la gauche peut être libérale, de nombreux libéraux se sont spontanément retrouvés à gauche. Au XIXe siècle, Benjamin Constant, Tocqueville, Bastiat, Léon C prirent place au centre-gauche de l'hémicycle pour s'opposer à la droite conservatrice et protectionniste, notamment d'ailleurs sur la question du droit syndical, puisque le premier à avoir défendu la liberté de se syndiquer au Parlement, c'était Frédéric Bastiat, non pas au nom de la lutte des classes, mais au nom de la liberté d'association des travailleurs. Et bien des réformes sociales de l'époque furent portées par des libéraux déclarés. François Guizot lutta contre le travail des enfants, Émile Ollivier fit adopter le droit de grève, Pierre Waldeck-Rousseau légalisa les syndicats. Donc, encore une fois, c'est à dessein que je jette tout ça pour vous donner simplement une idée, même si vous en retenez quelques mots, du bouillonnement quand même intellectuel derrière cette doctrine, et du nombre d'auteurs, et du nombre de courants, et du nombre de sujets qui sont explorés. Et en plus, on n'a sans doute pas le temps, mais il y a du libéralisme pénal, par exemple. Qu'est-ce que la prison libérale ? Alors, quelles sont, parmi toutes ces nuances, tout ce foisonnement, comment est-ce qu'on pourrait caractériser en 4 grands principes les traits communs de l'école libérale? Alors, Foucault s'y risque un peu dans Naissance de la biopolitique, mais je vous laisse voir ça de vous-même. Moi, je dirais qu'il y a 4 grands principes sur lesquels tout le monde s'accorderait à peu près dans les différents auteurs qu'on a pu citer, que je vais vous donner rapidement. D'abord, c'est la prééminence de l'individu dans la conception de l'homme et de la société. Cet individualisme assumé, qui fait de l'individu le produit ultime de la civilisation et du processus historique, n'a rien à voir avec un égoïsme. Et c'est Popper qui fait très bien la différence. Il dit « égoïsme s'oppose à altruisme ». Ce sont des comportements civils vis-à-vis d'autrui. Individualisme s'oppose à collectiviste, et c'est une structure d'organisation sociale. Donc, ensuite, vous pouvez croiser les deux. Vous pouvez parfaitement être individualiste et, à titre personnel, très égoïste ou, au contraire, très généreux. Ce sont en tout cas il faut distinguer l'individualisme comme conception de la société avec
ce qui est devenu dans le sens courant l'individualisme, qui est une sorte de repli sur soi. Okay. Et de ce point de vue-là, il renverse un peu le cours de l'histoire humaine tel qu'il a été imaginé par les philosophes du XVIIIe. Vous savez, dans les philosophies du XVIIIe, on a toujours cette idée d'un état de nature où les hommes sont des individus isolés et c'est la guerre de tous contre tous. Mais heureusement, le contrat social arrive, met en commun leur droit de se défendre, leur propriété et leur permet de constituer une société. De Locke à Rousseau, c'est comme ça que ça marche. Et donc ce mythe du contrat de l'état de nature est quand même encore très présent dans nos esprits quand on pense à la place de l'individu. Disant finalement les individus à la base laissés à eux-mêmes luttent les uns contre les autres. Or, l'anthropologie contemporaine invalide complètement cette idée qui était de toute façon une fiction chez ces philosophes de l'état de nature. Quand vous lisez par exemple Pierre Clastre, La société contre l'État, vous apercevez que les sociétés primitives ou dites primitives sont des sociétés hyper cohésives, hyper collectives, où l'individu n'existe pas en tant que tel, où, comme le dit Clastre, l'individu n'a aucune autonomie, où il passe par toutes sortes de rites d'initiation, de scarification, qui fait qu'il appartient de manière tellement intrinsèque au groupe qu'il ne peut même pas imaginer s'en détacher. Et donc c'est tout l'inverse. La société n'est pas, ou l'histoire n'est pas un processus où les individus peu à peu se regroupent dans une société plus pacifique, mais où au contraire, les institutions, y compris les institutions d'État et la naissance de l'État, permet d'isoler l'individu du reste de ses semblables et donc de lui donner ce droit d'errer hors de la norme sociale dont on parlait à propos de John Stuart Mill. Deuxième grand principe, c'est que personne n'est légitime à protéger l'individu contre lui-même. On va raconter une petite anecdote à ce sujet s'agissant du droit français. Vous savez que, peut-être pas, il y a un grand arrêt du Conseil d'État qui s'appelle l'arrêt Bouvet de la Maisonneuve, dans les début des années 70. Et cet arrêt a été pris quand le gouvernement de Pierre Mauroy, je crois, avait imposé le port de la ceinture de sécurité dans les voitures, parce qu'il y avait beaucoup d'accidents de la route et beaucoup de mortalité sur les routes. Et là, deux citoyens, Bouvet de la Maisonneuve, ont fait un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d'État en disant « mais nous sommes parfaitement libres, nous savons ce que nous faisons, nous sommes libres de ne pas porter notre ceinture dans la mesure où nous sommes les seuls à en subir les dommages si nous avons un accident ». Ce sur quoi le Conseil d'État a répondu d'abord qu'il pouvait devenir un projectile, passer à travers le pare-brise et frapper un autre piéton, enfin c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Deuxièmement, qu'il y avait un problème assurantiel, donc ça, ok, on pourrait en reparler parce que ça dépend ensuite comment on conçoit l'assurance. Mais troisièmement, et c'était l'argument massu du Conseil d'État, c'était que la police générale n'a pas pour seul objet de protéger les tiers, mais peut également avoir pour but de protéger celui qui en est l'objet. Autrement dit, c'est la première fois qu'on reconnaît dans la jurisprudence française que l'État a le droit et le devoir de protéger l'individu contre lui-même. Et cet arrêt Bouvet de la Maisonneuve est extrêmement utilisé et cité en droit administratif. Et ce qui était une protection contre soi-même au sens physique est devenu une protection contre soi-même au sens moral. Et c'est un autre arrêt, Morsan-sur-Orge, qui concernait cette fois le lancer de nains, dans les années 90. Donc certains s'amusaient à lancer des nains. Bon. Le maire d'une commune de Morsan-sur-Orge a interdit le lancer de nains. Qui a fait un recours au Conseil d'État? Les nains. Parce que pour eux, et on n'a pas finalement à juger de ça, pour eux c'était d'abord un gagne-pain, et c'était aussi une activité qui pour certains leur plaisait. Tous les goûts sont dans la nature. Donc, et le Conseil d'État a confirmé l'interdiction en citant Bouvet de la Maisonneuve, et en disant de même qu'on a le droit de vous protéger contre vous-même pour que vous n'ayez pas d'accident, enfin, du moins que vous ne mouriez pas parce que vous avez une ceinture de sécurité, de même, on peut vous protéger contre les atteintes à votre propre dignité. Et donc, depuis cette époque-là, c'est le juge administratif qui définit la dignité humaine pour que nous ne portions pas atteinte à nous-mêmes au sens moral. Donc, ça, c'est pas libéral du tout. Troisième principe, il n'y en a que 4, hein, je vous rassure. Le troisième principe, qui est moi celui auquel je crois beaucoup, c'est la séparation de la morale et de la loi. On l'a déjà un peu évoqué. C'est l'idée que la loi et l'État sont là pour gérer la coexistence dans un cadre pacifique, mais aucunement pour se prononcer
sur les valeurs ou les choix de vie que chacun peut faire pour lui-même. Mais ça a des conséquences assez fortes. Ça veut dire que tout ce qui ne constitue pas une atteinte à autrui doit être légalisé, mais ce n'est pas parce qu'on légalise quelque chose qu'on le considère bon. Mais on peut d'autant mieux le contester sur le plan moral qu'on l'aura autorisé sur le plan juridique et qu'on ne demandera pas à l'État d'interdire ce dont on n'a pas réussi à convaincre ses semblables. Je vais vous donner un exemple qui est pris par Tocqueville dans La démocratie en Amérique, quand il parle de l'alcoolisme. Et il dit, bon, il y a un problème d'alcoolisme aux États-Unis. Bon, tout ça, c'est avant la prohibition, donc l'histoire lui a donné tort. Mais il y a un problème d'alcoolisme aux États-Unis. Que font les Américains? Ils s'associent, les 200 000 personnes qui décident d'être abstinents, qui se regroupent dans une association des abstinents et qui montrent l'exemple et veulent convaincre leurs concitoyens qu'il vaut mieux ne pas boire. Que ferait-on en France? On interdirait les débits de boissons, on régulerait la production de vin, la publicité du vin, etc. Et donc vous voyez que c'est ça la séparation de la morale et de la loi qui n'a jamais été véritablement achevée, qui est sans doute un des grands mouvements de la modernité, mais il reste dans toutes nos lois la trace de valeurs qui n'ont pas à être décidées collectivement, semble-t-il. Et ça peut s'appliquer à énormément de domaines. Ça peut s'appliquer évidemment à la légalisation des drogues, on pourrait en reparler si ça vous intéresse, mais également à la laïcité. J'ai été très surpris en lisant Jean Bobéro de comprendre ce qu'était la laïcité originelle de 1905, qui était une loi, c'est ce qu'il dit lui-même d'ailleurs, une loi très libérale, qui moi me convient tout à fait, qui consistait à dire l'État est neutre, les différentes croyances peuvent s'exprimer, mais il n'y a pas de distinction entre le privé et le public. On ne peut pas demander à quelqu'un de laisser sa religion au vestiaire quand il rentre dans l'espace public. Et donc, dans la conception de 1905, chacun peut exprimer sa religion de manière, donc sa morale, si vous voulez, puisqu'on revient à ça, de la manière la plus aboutie possible, à partir du moment où il ne met personne en danger, y compris dans l'espace public. Et il y avait d'ailleurs, à l'époque, des grands débats au Parlement pour savoir s'il fallait, par exemple, interdire la soutane aux curés dans l'espace public. Et vous avez donc les deux raisonnements qu'on retrouve aujourd'hui. Les uns qui veulent émanciper les individus par la force, ce qui rate toujours, et qui les retournent au contraire contre l'État. Et les autres qui disent il faut les laisser faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut distinguer la laïcité de l'anticléricalisme, parce que la laïcité doit être sur le plan légal, sur le plan de la loi, de l'État. En revanche, l'anticléricalisme, parfaitement légitime à mes yeux, doit être sur le plan civil, de la conviction et du débat religieux, pas religieux, qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et donc on sera d'autant plus légitime à contester la religion qu'on lui aura permis légalement de s'exprimer comme elle le souhaite. Or, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que d'un côté, on réprime son expression et que de l'autre côté, on n'ose plus la contester sur le plan intellectuel, sauf Michel Onfray d'ailleurs, qui est à peu près le dernier bouffeur de curé du pays. Voilà, et donc on pourrait étendre ces histoires de loi et de morale, par exemple, aux sujets sociétaux un peu brûlants, à la GPA et tout ça. Je n'ai absolument aucun problème pour en parler. On peut tout à fait considérer qu'il est immoral de vendre son corps, mais on ne peut pas l'interdire. On peut d'autant mieux convaincre les gens qu'il ne faut pas le faire qu'on leur a laissé la possibilité légale dans la mesure où ils ne mettent personne en danger. Enfin, un quatrième principe, la fonction de la concurrence. Seule alternative à la société des statuts, concurrence dans l'économie comme dans la pensée, finalement la liberté d'expression, c'est simplement le principe de concurrence étendu à la sphère intellectuelle. Mais je n'ai pas tellement le temps, je pense, de m'attarder là-dessus, puis c'est moins intéressant. Alors, tout ce que j'ai décrit là jusqu'à présent, c'est le libéralisme classique. D'ailleurs, vous avez maintenant beaucoup de think tanks qui, dans le monde entier, se disent classical liberal. Classical liberal, c'est à peu près ce que je viens de décrire. Vous voyez qu'il y a plein de nuances, mais grosso modo, ça vous donne quelque chose d'économiquement proche des mécanismes de marché et de socialement progressiste. Mais ce libéralisme classique, et où l'État a le rôle qu'on a décrit, de régulateur, de séparation de la loi et de la morale et tout ça. Mais ce libéralisme classique, je tiens à vous dire qu'il est quand même contesté depuis les années 70, pour la première fois de son histoire, très radicalement, par une autre pensée qui vient s'y greffer et qui est diablement intéressante, même si elle est très extrême, que je vais vous présenter en 2 mots, qui est la pensée libertarienne, venue, alors là, pour le coup, des États-Unis. Et les libertariens, contrairement à tous les libéraux classiques,
ni le rôle de l'État. Ce n'est pas du tout le cas chez Adam Smith. Chez Adam Smith, vous avez tout un chapitre sur les différentes fonctions régaliennes, les infrastructures, l'éducation, etc. La pensée libertarienne change complètement la perspective en mettant en avant la notion de self-ownership, donc ça on en parlera dans la 3e leçon, de propriété de soi, en disant la propriété originelle, celle que j'ai sur moi-même, il remonte à Locke, enfin pourquoi pas, et à partir de là, tout le fonctionnement social est un transfert de droits de propriété, y compris la liberté d'expression, c'est jamais qu'une propriété sur l'espace dans lequel je parle. Et donc je peux tout résoudre par ce transfert de droits de propriété à partir du moment où il y a une sorte de vague puissance centrale qui garantit la validité du contrat. J'ai même plus besoin de démocratie, j'ai même plus besoin de politique, puisqu'il n'y a plus aucun espace public qui pourrait être soumis à une délibération collective. Il n'y a qu'un échange de droits privés. Alors c'est quand même très intéressant et très stimulant intellectuellement, même si moi j'adhère pas entièrement. David Friedman, par exemple, qui est le fils de Milton Friedman, a écrit un livre entier sur la privatisation de la justice, en disant chacun va choisir son propre système de normes, et ensuite, en cas de conflit, il y aura des arbitres qui permettront... Bon, alors c'est complètement impraticable, mais c'est intellectuellement très stimulant. Aujourd'hui, c'est un mouvement qui est quand même en pleine effervescence aux États-Unis, donc même si on le conteste, il faut le savoir. Gary Johnson, qui en était le représentant lors de l'élection présidentielle américaine avant de se voter dans un débat télévisé, avait jusqu'à 10 ou 15% des intentions de vote, surtout chez les jeunes. Vous avez le père de Ron Paul, il s'appelait Ron Paul, qui, en 2009 ou 10, avait failli remporter l'investiture républicaine, libertarien pur et dur. Et moi-même, j'ai été les visiter au New Hampshire, parce que c'est quand même une pensée très radicale, très contestataire. Et ils ont formé ce qu'ils appellent le Free State Project, qui est, pour faire vite, que tous les libertariens, comme ils n'arrivent pas à prendre le pouvoir politiquement au niveau national, ils se réunissent dans un État qui est le New Hampshire, et ils bougent, ils vont véritablement y vivre. Ils investissent ensuite les structures de pouvoir, c'est-à-dire le Sénat et la Maison des députés locales, ce qu'ils ont fait. Ils commencent à faire passer des lois, et leur but ultime, c'est de faire sécession du reste des États-Unis. Et ils font une fête annuelle où j'ai été, qui s'appelle la Porkfest, qui est un peu un mélange entre un colloque friedmanien et un camp beatnik, avec des tentes partout, avec des drapeaux, Don't Tread on Me. C'est un peu les contestataires de notre époque. Et pour vous donner un exemple, j'avais voulu payer un sandwich avec un billet de $5, et on m'a répondu I don't take Federal Reserve notes. Je ne prends pas d'argent du gouvernement. Donc il fallait payer en cuivre, en argent, en métal, ou en bitcoin. Et ça, c'est cette idée dont on a parlé, quand on parlait de Bois-Guilbert, que la monnaie doit être neutre, et donc en quantité limitée. Et donc ils refusent de manier l'argent imprimé par les banques centrales. C'est pour vous dire jusqu'où ça va, mais c'est quand même assez intéressant. Et surtout, c'est un mouvement de société qui est considérablement accéléré par les technologies. Dans la Silicon Valley, les entrepreneurs qui sont quand même en train de construire le monde dans lequel on vivra demain, qu'on le veuille ou non, sont pour la plupart libertariens revendiqués. Et estiment que d'abord, la Californie pourrait très bien faire sécession du reste des États-Unis, c'est le cas Calexit, et que d'autre part, ils sont en train de donner tellement de moyens de pouvoir à l'individu. Après, on peut reparler du problème des données et tout ça. Enfin, en tout cas, donner tellement de pouvoir sur la maîtrise de sa propre vie qu'on va bientôt pouvoir se passer de pouvoir central et que Google va gérer votre assurance santé beaucoup mieux que la Sécu. Ce qui, factuellement, est tout à fait possible. Mais quoi qu'on en pense, c'est à prendre au sérieux en tout cas. Surtout, ces technologies permettent de se passer de l'État comme tiers de confiance sur deux aspects absolument essentiels de la souveraineté, que sont le cadastre et la monnaie. Si l'État a vraiment une fonction, c'est d'assurer d'un côté les droits de propriété et de l'autre côté la circulation de l'argent. Or, via des mécanismes de blockchain, on considère que, 1, les monnaies électroniques et 2, le cadastre peuvent être complètement dématérialisés, qu'en fait la collectivité va permettre d'assurer la validité des transactions indépendamment de tout tiers de confiance extérieur. Il y a des cadastres en blockchain qui sont déjà expérimentés dans des pays d'Amérique latine et en Afrique. Quant aux monnaies électroniques, elles commencent à avoir une existence. Donc c'est des choses, et donc du coup, vous n'avez plus du tout de frontières dans ce cas-là, puisque la seule frontière, en fait, c'est les membres de la chaîne, de la blockchain, qui entre-garantissent leurs transactions. Donc c'est quand même assez puissant parce que vous n'avez plus besoin
vous n'avez plus besoin de l'État sur 2 fonctions cœur régaliennes. Voilà. Donc le développement de la technologie quand même accélère beaucoup contribue en tout cas à l'émergence de cette idéologie qui est à prendre très au sérieux. Ces libertariens évoluent eux-mêmes dans un sens que je trouve moi très intéressant. Je vais vous donner juste une petite notion de ça. Donc, les libertariens extrêmes type Rothbard sont sur une définition de la liberté qui, pour reprendre les termes de Berlin, est une liberté purement négative, c'est-à-dire liberté de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Liberty from. Donc, j'ai une espèce d'espace privé, une espèce de monade, et j'ai le droit d'évoluer. Et je n'ai pas de liberté positive, ou ce que Constant appelait la liberté des modernes, c'est-à-dire liberté de participer à la chose publique. À rebours de ça, il y a des libertariens quand même plus malins aujourd'hui qui considèrent que finalement, les thèses libertariennes, et notamment les thèses de Rothbard, sont quand même fondées sur une définition du droit naturel qui est assez archaïque. C'est-à-dire, j'ai le droit de propriété parce que j'ai quasiment un droit divin. Enfin, c'est comme chez Locke, c'est comme dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un droit self-evident, un droit de nature. Or ça, cette pensée juste naturaliste, a quand même été largement contestée par toute la pensée postmoderne, et à raison. Et donc, vous en avez d'autres qui considèrent qu'il faut assumer l'idée que la liberté est une construction sociale. Ce n'est pas un donné de départ qu'il faudrait simplement préserver. Et qui donc disent, s'il y a bien un rôle pour l'État, c'est d'assurer à l'individu les moyens de cette liberté. Et c'est ceux qu'on appelle, alors là, c'est vraiment des têtes d'épingle, mais je vous le dis comme ça, c'est ceux qu'on appelle donc soit les left libertarians, les libertariens de gauche, les real libertarians ou les bleeding heart libertarians, qui sont les libertariens avec du cœur. Entre guillemets, c'est vraiment très mal choisi comme expression, mais enfin, c'est joli. Il y a des gens comme Zwolinski, Tomasi, etc. Et donc ils disent finalement, il faut dépasser l'idée d'un droit naturel, une liberté négative, pour concevoir la liberté comme une forme d'autonomie. Et pour fonder cette autonomie, j'ai besoin de l'État, pour donner aux gens les moyens d'être autonomes. Et donc vous avez une nouvelle dialectique où le rôle du collectif sera de permettre à l'individu de s'en affranchir. Le rôle du collectif, le rôle de la société sera de permettre à l'individu de se passer de la société. D'où l'attachement dans ce mouvement de pensée du revenu universel, qui permet de fonder, on en reparlera à la prochaine séance si vous êtes toujours avec moi, qui permettra de fonder le libre arbitre dans un monde ouvert, en disant on vous donne les moyens, on vous donne l'argent pour échanger, pour construire vos propres choix. Et on sait bien que quelqu'un qui n'est nu sur cette terre avec simplement sa liberté négative est effectivement tout à fait défavorisé dans le jeu de l'échange des titres de propriété. Et donc, ce qu'on dit sur le revenu universel, on peut l'appliquer ensuite à l'environnement et à la taxe carbone, à laquelle ils sont favorables. On peut l'appliquer à la dette d'État, on peut l'appliquer à la restructuration de la dette, on peut l'appliquer à l'éducation. Et donc ça, moi, c'est un mouvement qui m'intéresse particulièrement et que je suis. Voilà. Alors, et c'est pour ça qu'à partir de ces principes, on peut imaginer, y compris en disant que le but ultime, c'est l'autonomie de l'individu et donc pas le bien public, on peut imaginer des politiques publiques très importantes, très sophistiquées sur l'ensemble des domaines, pas seulement sur le cœur régalien, par exemple. Ah, mais là, on n'a pas le temps d'en parler. Donc, peut-être juste en 2 mots, ce que je voulais finir par vous dire, c'est que tous ces principes sont bien jolis, mais que, évidemment, comme toujours en philosophie, il y a le risque d'être coupé du réel. Et c'est déjà ce que Tocqueville reprochait aux philosophes français, à l'effrayant spectacle des philosophes français, dit-il, dans l'Ancien Régime et la Révolution. Et je le cite, « Même attrait pour les théories générales, les systèmes complets de législation et l'exacte symétrie dans les lois, même mépris des faits existants, même confiance dans la théorie. » Et il me semble qu'il y a effectivement, depuis tout ce temps-là, en France, une scission tout à fait malsaine entre d'un côté des philosophes qui vont faire des grandes tribunes sur des grands principes, mais qui sont incapables de rentrer dans le cœur des politiques publiques, et de l'autre côté des politiques qui, eux, tournent en rond en s'appuyant sur les travaux de l'administration. Et qu'on n'arrive pas tellement à faire le lien entre les deux. Et moi, j'ai toujours été très mal à l'aise dans le milieu philosophique par cette espèce de déconnexion, effectivement, de la réalité, de l'économie, du droit, de la société. Et
à titre personnel, ce que je fais pour précisément confronter ces idées au réel, c'est deux choses. D'abord, j'ai fondé un think tank qui, lui, fait travailler des économistes, des juristes, etc., pour décliner ces idées en politique publique extrêmement concrètes. Donc, par exemple, si on dit le revenu universel, c'est très bien, on peut avoir beaucoup de conférences sur le sujet, mais ensuite, il faut travailler sur comment c'est possible en France aujourd'hui, sous quelle forme, ça remplace quel type d'allocation, voilà, et rentrer vraiment dans le cœur de la machine. Et c'est comme ça que vous établissez le lien entre le politique et l'intellectuel, entre guillemets. Et donc, pour ça, il faut faire travailler d'autres gens. Il faut travailler en groupe avec des gens qui, eux, connaissent la matière. Voilà. Et donc, en think tank, on fait ça sur tous les sujets, avec ce prisme doctrinal très clair, mais ensuite en faisant travailler des gens qui d'ailleurs, ne partagent pas forcément l'ensemble des thèses. Et deuxièmement, je vais, depuis 2 ans, grâce à un partenariat avec Le Point, je vais dans le monde entier. Je choisis des pays qui illustrent des pratiques particulièrement radicales de la liberté individuelle que je trouve intéressantes. Et donc je vais voir sur le terrain, je vais me mêler à ces communautés-là, comme au New Hampshire avec les libertariens, pour voir ce qu'ils font réellement. Et je vous donne juste quelques idées de ce que j'ai pu faire. Et peut-être si vous voulez ensuite dans la discussion, on pourra en parler. C'est peut-être mieux que si je commence déjà un nouveau tunnel. Donc là, je reviens. J'étais il y a 15 jours en Finlande, dans une prison, pendant une semaine, parce qu'en Finlande, ils ont ce qu'ils appellent des prisons ouvertes, qui sont des prisons sans murs, sans gardien, avec très peu de gardiens, qui responsabilisent le prisonnier, le détenu, indépendamment de la nature du crime qu'il a commis, en lui permettant de vivre une vie quasi normale. Et ça, c'est pour moi du libéralisme pénal, qui vient de Beccaria, ce philosophe du XVIIIe, qui est le premier juriste à avoir dit « la prison n'est pas faite pour punir ». Et donc vous retrouvez dans cette conception pénale la séparation du droit et de la morale. La rédemption, le crime, la culpabilité, c'est l'affaire de la morale, de la conscience et de Dieu. L'affaire du système pénal, c'est uniquement de protéger la société. Et donc, s'agissant de la prison, c'est de rendre la prison aussi confortable que possible, la sanction aussi douce que possible, comme dit Beccaria, douceur des peines, pour que le détenu ait le plus de chances possible de se réhabiliter et donc de préserver l'équilibre social. Et cette philosophie pénale-là, vous voyez, qui repose sur cette déconnexion entre droit et morale, qui est parfaitement libérale et que Foucault analyse comme telle, puisque Foucault reprend Becker et Beccaria, mais j'étais absolument ravi de découvrir cette ligne. Becker, dont on a déjà parlé, sur l'analyse économique du système criminel, et en fait effectivement une trajectoire de conception libérale du système judiciaire qui n'a pas été mise en place, qui a été pensée comme telle par les réformateurs des Lumières, mais qui n'a pas été mise en place au XIXe et au XXe siècle, où on a créé des institutions extrêmement punitives, coercitives, disciplinaires, etc., que Foucault ensuite analyse comme on le sait. Donc tout ça pour dire que sur cette base-là, j'ai été donc dans cette prison pour regarder comment au quotidien vivaient les gens, comment ils se réhabilitaient ou non, comment ça fonctionnait. Voilà, j'ai fait la même chose sur les drogues. J'étais au Colorado pour regarder comment fonctionnait la libéralisation du cannabis, puisque ça fait 3 ans que le cannabis est en vente libre et totalement commercialisable à Denver et dans le reste de l'État du Colorado, avec des résultats plutôt probants. Le microcrédit, j'étais à Lima, donc au Pérou, qui est un des pays où le microcrédit est le plus développé. Parce que ce qui m'intéresse finalement, c'est de comprendre comment la meilleure manière de légitimer le capitalisme ou le libéralisme, c'est de montrer qu'il marche pour les plus défavorisés. C'est facile de montrer qu'il marche pour les entrepreneurs. Mais si on arrive à montrer qu'il marche pour les plus pauvres via le microcrédit ou pour les détenus via les prisons ouvertes, c'est là qu'on aura véritablement remporté l'argument, y compris vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà, ou en Inde précisément sur les problèmes religieux et sur la coexistence des différentes religions. Voilà, j'ai peut-être ou en Angleterre sur le système éducatif, hein, qui est la conception des free schools, qui sont des écoles libres, qui sont des écoles publiques au sens où elles sont financées par l'État, où les règles d'accès et les règles de sortie, c'est-à-dire le diplôme final, sont régulées par l'État, comme toute autre école publique, mais où les principes pédagogiques et de gestion de l'établissement sont laissés à la discrétion totale du chef d'établissement ou du conseil des parents qui gère l'école. Et donc vous avez des écoles qui sont des écoles publiques, qui sont gratuites, mais qui sont fondées sur des principes très très différents, qui peuvent être très tradis, au contraire très progressistes. Et du coup, ça permet de réformer le système éducatif par le bas,
par essai, par erreur, par ajustement, par émulation, au lieu d'essayer de repenser par le haut un système idéal qui ne conviendra jamais à 100% de la population. Donc, c'est une manière d'aborder, je trouve, la forme éducative qui est assez conforme à principe du libéralisme et que d'ailleurs on trouve déjà dans John Stuart Mill quand il décrit l'éducation et qui distingue l'éducation d'État de l'éducation publique. Il faut trouver une manière de concevoir une éducation publique qui ne soit pas une éducation d'État. Voilà, donc sur ce, je vous laisse... Ah oui, et peut-être dernière chose pour illustrer tout ce système, petite anecdote, petite politique qui finalement met bien en abîme tout ce qu'on vient de dire. C'est le système des naked roads en Hollande et au Royaume-Uni. Donc, problème, vous avez beaucoup d'accidents sur la route, les gens ne respectent pas les règles de circulation, etc. Très bien. Deux solutions. La solution répressive, qu'on met des radars, on met de la police, on met des limites, on met des bandes au sol, donc qui peut marcher, mais qui est extrêmement contraignante. Et il y a un Hollandais qui a dit on va faire exactement l'inverse. Et donc, il a enlevé sur des routes, de manière expérimentale, ils ont enlevé toute signalisation, toute limite, tout marquage au sol, qui fait que les routes deviennent des espèces, c'est pour ça qu'on les appelle des routes nues, espèces d'espaces vierges de bitume. Et donc, quand les conducteurs arrivent là-dessus, ils sont étonnés, ils ralentissent, ils regardent autour d'eux, ils regardent s'il y a des piétons, s'il y a d'autres voitures. Les règles de circulation s'appliquent, donc on roule à droite ou on roule à gauche dans des pays. Mais vous n'êtes plus dans un couloir. Vous devez respecter une limite, respecter une ligne. Vous êtes responsable, vous êtes autonome, mais du coup, vous vous autodisciplinez. Exactement comme les prisonniers qui ne s'évadent pas quand ils sont dans une prison sans mur. Et pour le moment, de ce que j'ai pu lire, les conclusions de ces expériences sont plutôt très positives. C'est-à-dire que le taux d'accidents sur ces naked roads, qui sont en zone périurbaine, baisse. Et donc, on a fait, pour obtenir un résultat bénéfique à la société, qui est la réduction du taux d'accident de la route, on a employé des principes fondés non pas sur la contrainte, mais sur la responsabilité individuelle. Voilà, maintenant je vous laisse poser des questions autant que vous voulez, contredire tout ce que vous voulez, critiquer, insulter, enfin vous voyez, c'est la liberté d'expression, donc vous pouvez vraiment, tant qu'il n'y a pas de dommages directs, vous pouvez y aller. Et je vous remercie pour votre patience. Bonjour et merci pour votre intervention. C'est dur de lancer la première question, mais justement, vous avez parlé d'un partenariat avec Le Point sur certaines expériences pratico-pratiques. Deuxième point que vous avez abordé, c'est l'existence d'un think tank que vous managez. Ma question, c'était quid des moyens, les modes de financement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc c'est une question très concrète sur mes activités, mais j'y réponds bien volontiers. Donc d'abord, avec Le Point, Le Point paye mes voyages, et puis ensuite, on publie des livres avec un éditeur, et je suis payé en droit d'auteur, donc ça, c'est pas très compliqué. Et d'ailleurs, je me réjouis qu'il y ait encore des espaces dans la presse, comme dans Le Point, où on puisse écrire 6 ou 7 pages de reportage, complètement librement, et où donc on a vraiment la place de mettre en scène, de raconter, de faire un récit. Et moi, j'aime beaucoup le New Yorker, par exemple, cette approche du journalisme où on mêle l'expérience personnelle et la réflexion théorique. Et d'avoir de la place pour faire ça dans un journal, c'est extrêmement rare et c'est extrêmement précieux. Et je pense d'ailleurs, incise, que l'avenir de la presse, c'est précisément dans ce genre de format. Parce que pour avoir des petites nouvelles rapides, des dépêches AFP, tout le monde les a de manière gratuite sur la toile. En revanche, journaliste comme ça de qualité qui prend son temps est en fait de plus en plus demandé. Après l'élection de Trump, les abonnements au New York Times, par exemple, ont bondi. Parce que les gens veulent de l'information filtrée, de l'information sérieuse. Bon. Alors, la mienne n'est pas forcément filtrée, mais enfin, au moins, elle essaye d'être sérieuse. Et ensuite, sur le think tank, je suis très à l'aise pour répondre à ça, parce qu'on se donne énormément de mal pour trouver justement un peu d'argent. Donc je n'ai pas parlé de ce qu'était un think tank, mais c'est encore assez mal connu en France. Ça a commencé dans les années 90 en France, alors que ça existe depuis les années 30 en Angleterre, avec Chatham House, par exemple. Et c'est pour moi très simple, parce que ce sont justement des instituts qui sont indépendants, mais qui essayent de faire le lien entre des idéologies, alors soit des domaines, faire des think tanks consacrés à l'environnement, par exemple, soit des idéologies ou des doctrines ou des familles d'idées, et ensuite de les décliner en politique publique, concrètes, pratiques, et qui peuvent être ensuite implémentées par le politique. Et c'est important parce que
le politique ou l'administration elle-même, on ne peut pas lui demander de penser hors de sa case. C'est impossible. Le politique ne peut pas demander à son administration de trouver moi une idée originale. L'administration ne peut pas arriver en disant on va faire un revenu universel, il y a trop d'autocensure, il y a trop de contraintes politiques. Donc c'est très important d'avoir ces organismes qui sont un peu adjacents, qui eux ont une liberté de penser très forte, mais qui ensuite peuvent présenter des choses très concrètes. Et on a vu sur le revenu universel, les rapports qu'on a faits sont passés au Trésor, sont passés à la Cour des comptes, sont passés au Sénat, donc ont été pris au sérieux moins sur l'idée de base que sur le rendu technique. Et donc c'est assez précieux. Et quand vous voyez d'ailleurs en Angleterre, l'Angleterre a eu contrairement à ce qu'on dit, les Anglais sont absolument pas pragmatiques. C'est Napoléon qui avait inventé ce mythe parce qu'il avait honte de ne pas les avoir battus. Les Anglais sont des vrais idéologues et qui ont des changements politiques extrêmement brutaux. Nous, on n'a pas tellement eu de changement de ligne politique, finalement, depuis l'après-guerre, quasiment. Alors qu'eux, ils ont eu Attlee, ils ont eu Thatcher, ils ont eu Tony Blair, et maintenant, il y a Corbyn qui se prépare. Et ça, c'est des changements radicaux. Et ces changements sont préparés intellectuellement et sont préparés par des think tanks. Et ce que disait Hayek, quand il parlait des think tanks, c'est qu'il parlait du climate of opinion, du climat de l'opinion, en disant ce qui est important, c'est de changer, non pas de créer un parti politique pour lancer des idées, et quand vous créez des structures intellectuelles, vous les changez durablement. Ça prend beaucoup plus de temps, mais vous les changez à long terme, et vous les changez de manière radicale. Et donc on voit que la pensée politique britannique, elle est vraiment alimentée, structurée par des réflexions extrêmement puissantes. Même chez Cameron, c'était la Big Society. C'est avec la Big Society, c'est ça qu'ils ont fait les Free Schools. C'était l'idée de décentraliser le management des services publics aux citoyens. On en pense qu'on veut, mais c'est des choses assez fortes, assez radicales. Donc ça, c'est sur l'utilité des think tanks en général. Et ensuite, sur les financements, c'est très simple. En France, la plupart des think tanks sont financés soit par de fonds publics, Matignon, qui a une enveloppe qui distribue différents think tanks censés être associés à des partis politiques, soit par le CAC 40, c'est-à-dire le milieu assez institutionnel où vous êtes financé par Air France, BNP, la Caisse des dépôts et que sais-je encore. Moi, je fais partie, parce qu'on a un positionnement assez radical, on fait partie des rares think tanks à être financés essentiellement par des particuliers. Donc c'est compliqué, on fait du fundraising. On pourrait en parler de l'activité de fundraising, qui est une activité assez noble, même si elle est extrêmement épuisante, mais qui nous donne une grande liberté puisqu'on a 500 donateurs, donc il n'y en a pas un qui peut nous retenir ou quoi. Ce qui fait qu'on peut publier des rapports on a publié un rapport sur l'oligopole bancaire français, qui fait beaucoup de bruit dans le milieu bancaire, que finalement les think tanks de gauche ne pourraient pas publier parce qu'ils sont liés à un environnement institutionnel où on ne peut pas dire des choses aussi tranchées. Voilà. Donc je suis assez fier du mal qu'on se donne pour lever de l'argent, en plus assez peu proportionnellement aux autres, mais de manière assez saine, parce que ça nous établit une vraie indépendance, quoi. Voilà. Et c'est assez compliqué, surtout dans un pays où d'abord, les gens ne savent pas trop ce que c'est que des think tanks, et où deux, ils ne savent pas trop non plus ce que c'est que le don. Quand vous regardez les index, par exemple, de Give, le World Give Index, qui compare les habitudes de dons entre pays, évidemment, les premiers, ceux qui donnent le plus, c'est les Américains. Quand vous avez un revenu correct en Amérique, vous mettez 5% pour les causes caritatives, vous mettez ça de côté, puis chaque année, vous faites vos décisions de manière quasiment professionnelle. En France, c'est quand même très peu courant. En revanche, les Français donnent beaucoup de leur temps, en participant à des associations et tout ça. Mais pour être honnête, moi, je préférais l'argent. Enfin bon. Qui permet ensuite d'arbitrer ses dépenses comme on le souhaite. Voilà. Donc voilà, pour répondre à votre question. Et ensuite, on a quelques employés. Enfin, on a assez peu de moyens quand même. On fonctionne. On s'applique à nous-mêmes l'austérité. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a rapproché de Michel Onfray et au point de vue aussi de toutes les théories que vous avez annoncées, quelles sont vos différences, vos accords, comment vous positionnez? Donc, je pense que quand on regarde l'écume du débat public, on va être en désaccord à peu près sur tout. Sur le rôle de Bruxelles, le rôle de l'État, le rôle des partis, tel homme politique, etc. En revanche, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, ce qui nous avait réunis, c'était Le Point qui avait fait un entretien entre nous deux. Moi, j'avais lu et je respectais Onfray. Je n'ai pas tout lu, évidemment, parce que... Qui peut prétendre avoir tout lu? Mais bon, j'avais lu des choses qui m'ont énervé, que j'ai pas aimé, mais j'ai lu des choses que j'ai beaucoup aimées. Et donc, on a parlé plutôt sur le fond des principes philosophiques. Et en fait, on s'est aperçu que les journalistes essayaient toujours de nous faire revenir avec « Qu'est-ce que vous pensez de Macron ?» Et nous, on essayait toujours de revenir sur Tocqueville. Voilà. Et c'est pour ça que d'abord, ça s'est très bien passé humainement. Donc, puis c'est quelqu'un dont j'ai toujours respecté l'authenticité et la démarche intellectuelle, comme ça, indépendamment ensuite des accords qu'on peut avoir. Mais ça, déjà, c'est important et c'est pas courant dans un champ français qui est tellement segmenté, où les gens ont des chapelles, se détestent, écrivent des tribunes pour s'insulter les uns les autres.
Et deuxièmement, je pense que sur le fond, et c'est un peu ce que j'ai évoqué au passage, c'est que via Proudhon et tout ça, Michel Onfray n'est sans doute pas libéral, mais c'est un individualiste. C'est quelqu'un qui croit au pouvoir, enfin, à donner du pouvoir à l'individu, y compris contre le groupe, contre le collectif. C'est quelqu'un qui ne croit pas au contrat social. C'est pas un rousseauiste. Il déteste l'idée de Rousseau qu'il faut vous forcer d'être libre. Voilà. Et là-dessus, on se rejoint, je pense, vraiment, sur le fond. Après, il y a plein d'autres différences, sans doute, et je suis ravi qu'on en parle, peut-être avec lui directement dans une conférence à venir. Mais voilà. Mais j'ai appris qu'il venait de sortir un bouquin sur Tocqueville, et je me dis, je vais me précipiter là-dessus, mais apparemment, c'est pour le descendre complètement, donc je me suis dit, je vais pas lire ça va m'énerver. Je vais regarder des bonnes relations. Oui, non, mais si. Oui. si. Vous êtes intéressé aux prisons. Est-ce que vous vous êtes intéressé à la santé mentale ? Non, mais ça serait c'est une bonne idée. Ce serait un champ. Et puisqu'on parle de santé mentale, vraiment, j'aime beaucoup Foucault. Donc, je retombe toujours dans ce que je fais sur Foucault. Dans les prisons, j'ai tombé sur Surveiller et punir, sur le libéralisme, sur la naissance de la biopolitique. Et c'est étonnant parce que c'est pas un penseur libéral, mais il a une manière de contester les structures centrales où je me retrouve très souvent. Et puis quand on regarde le détail de ses analyses, là même par exemple, on parlait à un moment donné de De Soto et de la transformation de la propriété en capital, mais en fait on trouve ça chez Foucault dans le livre sur la représentation à l'âge classique. Là, tout d'un coup le nom m'échappe. Enfin bon. Donc il a tout un passage là-dessus aussi. Donc vraiment bout par bout, je retrouve beaucoup de choses dedans. Mais sur la santé mentale, pourquoi pas. Bonsoir monsieur. Ouais. Est-ce que le saccard des Rougon-Macquart est un produit du libéralisme ? Le quoi ? Le saccard. C'est quoi ? L'argent, le livre de Zola, oui. Qui s'appelle L'argent. Oui. Le héros est Saccard. J'ai pas lu. Donc, et voilà, donc c'était pour savoir si. Décrivez-le-moi alors. Pas répondre à la question. Donc. Non, décrivez-le-moi un peu. Je ne vais pas faire semblant de l'avoir lu. C'est un affairiste et qui fait preuve d'une avidité qu'on peut comparer aux 350 milliards qui disparaissent dans le monde chaque année, et 120 milliards en Europe, 20 milliards en France. Est-ce que ce sont des produits du libéralisme ? Je pense que dans la citation de Bois-Guilbert que je donnais au début, il parle pas de l'âpreté au gain, mais quelque chose du désir d'accumuler ou quelque chose comme ça. Et je pense que ce n'est pas des produits du libéralisme, c'est simplement des vices, si vous voulez, que je ne partage pas d'ailleurs à titre personnel, puisque si je voulais m'enrichir, je ferais un autre métier, qui ne sont pas condamnables légalement, et qu'il faut simplement, comme on le disait au début, orienter d'une manière productive pour le reste de la société. Et moi, je m'en fiche que quelqu'un soit... s'il ne nuit pas aux autres, je m'en fiche que quelqu'un soit un salaud, que quelqu'un s'enrichisse, que quelqu'un... Après, les gens sont souvent très complexes. C'est difficile de les étiqueter parce qu'ils ont fait de l'optimisation fiscale, parce que ceci, cela... Il y a une manière quand même aujourd'hui de pourchasser en foule des individus sur la base de quelques chiffres qu'on lit dans les journaux, qui me semble extrêmement malsaine et peu respectueuse de l'état de droit. L'état de droit construit justement une espèce de filtre qui fait que les passions populaires ou les ressentiments ou les jalousies qu'on peut avoir doivent être complètement évacués pour laisser place simplement aux règles de droit sans aucun jugement moral. Et donc si on prend par exemple, puisque vous parlez de l'évasion fiscale, de l'optimisation et de l'affaire récente sans doute des Paradise Papers, là, bon, je ne connais pas très bien évidemment, j'ai lu la presse comme tout le monde, mais sans plus. Enfin, mon premier réflexe, c'est de dire ce sont si le droit ne sanctionnait pas ces comportements, qui sommes-nous pour les condamner ? C'était des gens qui faisaient des choses tout à fait légales, comme nous faisons d'ailleurs chacun. Travail au noir, c'est 8 milliards de pertes par an. L'optimisation fiscale, c'est 80 milliards de niches fiscales dans le pays, à l'intérieur. Donc, il faut d'abord, comme dit, c'est un peu la conclusion de Mandeville, il faut aussi se regarder soi-même à petite échelle avant de condamner les autres à grosse échelle. Évidemment, c'est des sommes qui font frémir, mais finalement, est-ce que tous, nous ne sommes pas aussi plein de vices. Enfin, il faut aussi est-ce qu'on ne fait pas la même chose à notre échelle ? Voilà, c'est des questions à se poser. Je ne dis pas que j'ai la réponse, mais en tout cas, je pense que le libéralisme, de ce point de vue-là, quelque chose qui essaye de canaliser
ces comportements humains, de les rendre profitables au groupe, mais qui ne cherchent pas à s'en débarrasser ou à les condamner. Même si, à titre ensuite personnel, on peut les trouver répugnants, mais ça, c'est pas de la politique publique. Ça, c'est de la morale civile ou de l'éthique personnelle, mais il faut différencier les deux, comme je disais. Bonsoir. Vous citez le Tocqueville, donc je vais partir de Tocqueville. Dans l'Ancien Régime et la Révolution, Tocqueville, cette grande figure du libéralisme, accorde beaucoup d'importance au temps long, aux héritages. Et il dit que justement que la Révolution, enfin, d'une certaine façon, en fait, conserve une grande part de l'Ancien Régime, ce qui est d'ailleurs exact. Par rapport aux libertariens, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient des disciples de Hayek, est-ce que ces libertariens ont le sens du temps long, qui est une notion qui traverse la philosophie contemporaine? Sloterdijk, le philosophe allemand, accorde beaucoup d'importance au temps long, à la transmission, à l'héritage. Donc, est-ce que ces libertariens sont-ils attentifs à des héritages autres que ceux que vous avez pu citer, comme Beccaria, John Stuart Mill, enfin, donc, qui peuvent donner une crédibilité à un propos, mais qui ne renvoient pas à des héritages historiques? Donc, voilà. Sont-ils attentifs au temps long et aux héritages? Tout à fait. C'est vraiment une très très bonne question qui est très difficile à répondre, donc je pense que je n'y répondrai pas vraiment. Je pense que, de manière très factuelle, les libertariens contemporains, ils ne connaissent même pas John Stuart Mill. C'est-à-dire qu'ils ils ont l'impression de refaire le monde un peu ex nihilo, beaucoup. Donc, ils sont un peu coupés de leur propre héritage intellectuel, je trouve, souvent. Ce qui les rend assez fragiles sur le plan théorique. Ce que je disais sur Rothbard. Après, sur le rôle de l'histoire, il est clair que la séparation de la loi et de la morale tend à annuler ou à ne pas prendre en compte l'histoire dans les choix politiques. Et tant même, si on va jusqu'au bout, à séparer l'État et la nation. À dire, finalement, vous avez d'un côté un État qui donne les règles de droit, mais qui est une entité abstraite, qu'on pourrait par exemple remettre au niveau européen. C'est la thèse d'Habermas. Et de l'autre côté, des appartenances nationales qui doivent se vivre dans la société civile, mais qui ne doivent pas interférer avec les choix politiques qui sont uniquement là pour gérer la coexistence des individus. Je pense que si on pousse cette logique jusqu'au bout, on déconnecte la politique de l'histoire, mais ça ne veut pas dire qu'on ne redonne pas une grande légitimité à l'histoire ensuite dans le champ civil de la pratique, de la discussion, de la mémoire, de la production intellectuelle, et qu'on simplement on sépare les deux. Et finalement, est-ce qu'on n'a pas beaucoup de problèmes aujourd'hui dans notre pays, on parle de vivre ensemble, etc., parce que précisément on essaye de plaquer une vision de l'histoire de France sur la société de manière politique, et que donc ça crée des tensions et des réfractions. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à distinguer les deux domaines et à laisser les gens investir, ou non d'ailleurs, leur propre histoire? C'est pour ça que, par exemple, avoir un ministère de la mémoire ou des choses comme ça est complètement, pour moi, hétérodoxe. Voilà, je n'ai pas tout à fait complètement répondu, mais je pense que dans la séparation de la loi et de la morale, on va séparer l'État et la nation, et donc la politique et l'histoire. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que dit Habermas quand il parle de patriotisme constitutionnel. Il dit, finalement, il faut une souveraineté européenne, il faut dépasser la souveraineté nationale vers une souveraineté européenne, qui est d'ailleurs, parenthèse, exactement le discours de Macron aujourd'hui, qui reprend explicitement Habermas dans le discours d'Athènes. D'ailleurs, s'il y a bien un sujet où Macron est structuré intellectuellement, c'est sur l'Europe. Et clairement, lui, je pense que c'est d'ailleurs l'un des gros clivages, ça va être c'est sur la fin de la souveraineté nationale que lui, il assume, en fait, quand on regarde ses discours dans le détail. Et donc Habermas, il dit on va transférer la souveraineté au niveau européen, mais bien sûr, on n'a pas d'appartenance historique européenne aussi forte qu'on peut l'avoir au niveau national. Il n'y a pas de peuple au sens un peu émotionnel du terme. Et donc c'est pour ça qu'il parle, pour le droit européen, pour la souveraineté européenne, d'un patriotisme constitutionnel. C'est-à-dire que finalement, on va aimer l'Europe uniquement pour les droits
et le système de loi qu'elle va offrir, et pas par rapport à une histoire partagée, ressentie, émotive. Et que cette émotion-là, elle va rentrer, elle, dans la sphère, dans la sphère de nations, sevrées de leur propre État. Oui, à propos de l'école, vous parlez de ce qui se passe en Angleterre, on voit ce qui se passe en France. Est-ce qu'effectivement, on repart un peu avec l'école aujourd'hui de la base? Est-ce qu'on est en train de créer du libertarisme à partir de l'école primaire où effectivement le pouvoir jacobin, si l'on peut dire d'en haut, était en échec, c'était absolument évident. Est-ce qu'il n'y a pas un renversement qui est en cours dans l'école peut-être aujourd'hui? Ce que je dirais à propos de l'éducation, et question et libéralisme, c'est que, en fait, ça nous renvoie au débat sur l'éducation entre Locke et Rousseau. Alors, vous avez compris que c'est Locke le libéral et Rousseau le méchant antilibéral, sur l'ensemble des sujets, mais ça vaut aussi pour l'éducation. Et Locke, dans ses textes sur l'éducation, est assez pour une éducation assez autoritaire, finalement. Où en plus, à l'époque, on fesse les enfants, etc. Donc, il donne plein de conseils quand même assez durs pour donner aux enfants une espèce de structure d'humanité classique qui ensuite leur permettra de réfléchir par eux-mêmes. Et Rousseau, évidemment, comme on le sait, il prend le fil complètement inverse en disant il faut laisser la personnalité se développer dans toute sa créativité, dans toute sa singularité, et l'éducateur ne doit être là que pour accompagner le développement de la personnalité. Et je me suis intéressé récemment, quand je faisais ce reportage, à ces histoires d'éducation. Et c'est vrai qu'au début, j'étais assez dans l'esprit de l'école de la créativité. Le TED Talk le plus vu au monde, 50 millions de vues, c'est Ken Robinson qui fait 20 minutes magnifiques, très drôles, super, sur le fait que l'école aujourd'hui est une machine à standardiser, qu'il faut une école beaucoup plus créative, beaucoup plus individuelle. Donc c'est Rousseau. Et en fait, moi, je suis tombé sur les textes d'un éducationnaliste américain qui s'appelle E.D. Hirsch, qui parle de common literacy, du fait que si vous voulez que les gens aient une personnalité, une individualité, il faut commencer par leur apprendre des choses de manière extrêmement contrainte et extrêmement standardisée. Et donc, il faut que les gens ils aient des espèces de... Et donc c'est toute l'idée de réhabiliter le contenu contre les compétences, qui est le grand débat de la pédagogie. En France, on s'est inspiré des États-Unis dans les années 90 avec la réforme Jospin, qui elle-même était inspirée des travaux de Bourdieu, pour justement aller vers l'école de l'individu, de la créativité, de tout ça. Et donc il y a un grand retour aujourd'hui sur l'école du contenu. Et en ayant en tête ce débat Locke-Rousseau et tout ça, moi je suis plutôt de cet avis-là aujourd'hui. Alors je le vois avec mes propres enfants, c'est plutôt la manière dont j'ai tendance à les éduquer, qui est qu'il faut avoir une éducation classique très solide pour pouvoir penser par soi-même, qu'on n'apprend pas l'esprit critique. On apprend des textes sur lesquels on peut développer l'esprit critique. Mais l'esprit critique, ce n'est pas une faculté qui s'apprend, ce n'est pas une compétence qui s'apprend. Et aujourd'hui, il y a un retour, donc, aux États-Unis notamment, mais aussi en France. Et l'intérêt des free schools, c'est que précisément, ça permet de tester différents systèmes. Et sans surprise, c'est dans les quartiers populaires, en Angleterre, que se sont créées les écoles les plus traditionnelles. Où les types, alors j'en ai visité une, où les types sont en uniforme, apprennent le latin, se lèvent quand le maître arrive, etc. Et donc il y avait un besoin dans les quartiers populaires de ce type d'école. Donc si elles se sont créées, c'est pas parce qu'elles ont été imposées comme ça, comme une technique d'éducation, c'est parce que les gens le demandent. Et donc du coup, à l'inverse, dans les quartiers plus bourgeois, c'est les écoles qui se créent, c'est plutôt des écoles progressistes avec des cours inversés, des iPads, parce que finalement les gens ont déjà un bagage de discipline, d'autodiscipline et de culture qui fait qu'on peut peut-être changer la pédagogie. Donc voilà l'état de mes réflexions sur l'école. Donc sur l'école, je ne suis pas très libéral. D'ailleurs, je ne sais plus quel héritier de Dolto disait si vous voulez des enfants fascistes, élevez-les comme des libéraux, si vous voulez des enfants libéraux, élevez-les comme des fascistes. Donc c'est un peu ce que j'applique avec mes propres enfants. Voilà. Vous dites en matière de boutade, si vous voulez des enfants fascistes, etc., libéraux et tout. Mais c'est une boutade, parce que ce que l'on veut faire, enfin, j'ai bénéficié de l'enseignement de Madame Ilouz, et donc elle nous a expliqué que ce que l'on veut faire avec des enfants, c'est pas toujours ce que l'on fait avec des enfants. C'est-à-dire qu'on est dans un monde un peu plus compliqué que celui, enfin, qui transparaît dans vos propos,
Et j'ai l'impression, par exemple, que quand vous allez en Finlande voir les prisons ou quand vous voyez le microcrédit à Lima, ou que c'est passionnant. Mais c'est passionnant comme du travail de journalisme, c'est-à-dire que vous voyez ce que l'on peut voir en 8 jours. Vous voyez, me semble-t-il, nous avons des sociétés d'une extraordinaire complexité, et les sociétés d'une extraordinaire complexité ne peuvent être comprises que si on associe le maximum de gens des pays concernés. Et je vais arrêter très vite en vous disant juste un mot. J'ai suivi le débat sur les vaccinations qui était d'une nullité totale ou très forte, mais dans laquelle tout le monde est impliqué. C'est-à-dire que des journaux écrivent des choses qu'ils savent être fausses. Et j'arrête là. Non, mais alors, d'abord sur l'éthique journalistique, c'est un vrai problème aujourd'hui, c'est clair. Publiant beaucoup dans la presse, je vois comment ils fonctionnent. J'ai plutôt du respect pour les journalistes parce que la plupart du temps, ils sont assez ouverts d'esprit, etc. Mais il y a une absence de vérification qui est vraiment grave. Moi, maintenant, les 2 seuls organes Non, mais attendez, non, mais je finis tout parce que mes organes maintenant d'information, ce qui concerne la France, c'est l'IB des Intox et le Monde des décodeurs. C'est des gens qui passent leur temps à regarder les propos des uns et des autres. Et maintenant, je vais directement à la source, je vais directement voir ça, en fait. Parce que je l'ai vu dans mon expérience personnelle, c'est que quand on avait publié ce truc sur le texte sur le revenu universel, donc c'est quand même ces 2 volumes, c'est assez dense techniquement, tout le monde disait absolument n'importe quoi sur le sujet. C'est 300 milliards, c'est 500 milliards, ces trucs. Et les seuls qui avaient fait une analyse vraiment remarquable, où tout y était, où il n'y avait pas une virgule à changer, c'était les décodeurs du Monde, qui avaient vraiment lu le truc, qui en avaient fait une retranscription extrêmement fidèle. Donc, dans mon expérience, et je pense que ces instances de vérification, réinformation et tout ça ont un grand avenir devant elles. Et c'est vraiment ce qu'on veut lire aujourd'hui. Ensuite, sur la précision, notamment dans mon propre travail. Bah, évidemment, et j'en suis conscient tous les jours, comme si j'étais spécialisé sur l'éducation, ce serait plus facile. Je ferais des choses sur l'éducation et j'aurais une vraie culture de la chose. Bon, je fais un travail doctrinal. Donc, j'essaye de mettre en place ou de réhabiliter une doctrine qui fait le tour de tous les sujets. C'est évidemment que sur chaque sujet, sur chaque pays, comme vous disiez, j'en rate énormément. Et évidemment qu'à chaque fois, il y a des gens qui en connaissent beaucoup plus que moi. Alors j'essaye quand même de faire un minimum de travail de documentation dans les pays ou dans les livres ou dans les bibliographies pour tenir un peu la route. Mais je suis parfaitement conscient que sujet par sujet, mon analyse est limitée. Et je pense qu'il y a une vertu en soi, qui est une vertu qu'on a perdue, à essayer de concevoir. Alors je venais de critiquer les systèmes, donc je ne vais pas dire un système, mais essayer de concevoir une vision relativement complète, enfin en tout cas traitant tous les sujets, ayant un fil intellectuel clair sur tous les sujets. Et que du coup forcément, et qu'en plus, s'agissant du libéralisme, le problème c'est qu'il y a assez peu de production maison, si je puis dire. Et donc très souvent on est obligé quasiment de refaire le travail soi-même parce qu'il n'y a pas de texte de référence, parce que personne n'a écrit dessus, parce qu'il faut réhabiliter des vieilles doctrines. Donc je vois très bien que c'est limité, mais en même temps on n'est pas... Et dans le think tank, je fais travailler d'autres gens justement, qui s'y connaissent mieux que moi sur des domaines économiques, des domaines juridiques, des trucs. Donc c'est toujours une question, la question de la compétence ou du savoir, c'est toujours une inquiétude, mais dans le positionnement que j'ai choisi, dans ce qui m'a... Et je pense que voilà, c'est une vertu intellectuelle en soi. Vous disiez Tocqueville, il rate plein de trucs sur les États-Unis, mais il met en place quelque chose qui fait sens et sur lequel on réfléchit encore aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais juste relever la question du code de la route. Le dernier exemple en fait, dont vous avez parlé à propos d'une expérience en Hollande, je crois. Oui, je ne vois pas, je suis désolé. Ah oui. C'est en Hollande, je crois. Oui. Alors, en fait, j'avais 2 choses à dire dessus. Je suis un peu endormi, je n'ai pas compris tout ce que vous avez dit, mais sur le code de la route, ça me chagrine parce que je roule beaucoup et j'ai vu des endroits où il y avait, par exemple au Maroc, absolument ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire des routes nues, mais à l'échelle d'une région. Oui. Parce que le biais
Le biais de l'expérience de Hollande, c'est que les petites routes nues qu'ils ont mis en place sont entourées de routes, elles, qui sont très organisées. Donc les gens, quand ils arrivent sur l'endroit qui est nu, ils se réveillent. Mais quand on regarde des pays entiers comme le Maroc, par exemple, là, j'exagère, je résume, parce que c'est pas du tout comme ça. Maintenant, il y a un énorme investissement dans l'infrastructure au Maroc, mais il y a des petites régions encore où il y a des routes, où vous avez au bord de la route, c'est le précipice direct, il n'y a pas de garde-fou. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous ne connaissez pas le pays. Oui. Et en fait, on se rend compte que les routes au Maroc sont quand même 14 fois plus dangereuses qu'en France. Ce sont les routes parmi les plus dangereuses du monde. Vous pouvez regarder dans les guides touristiques. Et on avait, nous, en France, au milieu des années 70, une problématique qui était assez semblable. Oui. Le nombre de morts, c'est à peu près 14-15 000 morts au milieu des années 70, avec un parc automobile beaucoup moins nombreux. Voilà. Ok. Donc vous avez saisi le truc. Je ne suis pas sûr que cette expérience en Hollande soit probante. En tout cas pour eux. La deuxième chose, je termine après, vous me répondrez parce que j'ai vu que vous aviez beaucoup de ressources et moi peu. Donc je préfère finir quand j'ai encore assez de force. Et donc, la deuxième chose que je disais, c'est donc, je trouve que ce n'est pas probant, l'expérience en Hollande, et d'autant moins que pour moi, qui a des centaines de milliers de kilomètres derrière moi, je trouve que la route, c'est justement le seul endroit, de mon point de vue, où l'État permet justement à tout le monde de rouler sans que ce soit le plus fort qui passe. J'ai roulé au Sénégal et j'ai vu au Sénégal que quand vous aviez un 4x4, vous pouviez passer le rond-point comme vous voulez ou rouler au milieu de la route, il n'y a aucun problème. En France, non. En France, si vous avez une grosse voiture, vous êtes obligé de respecter le code de la route. Vous n'avez le code pour vous que dans un espace-temps limité. Aujourd'hui, vous avez la priorité, et 100 mètres plus loin, vous ne l'avez plus. Et ça, c'est l'État qui permet ces protections-là. C'est-à-dire l'ensemble, mais ce n'est pas seulement le code de la route, c'est toute la signalisation, la peinture par terre, le contrôle technique, tout le bazar, a fait que tout le monde a le droit de rouler. Et en plus, le résultat, c'est que les morts ont été divisés par 4 par rapport au parc automobile. Donc le libéralisme, pour moi, sur le code de la route, je préférerais qu'ils s'abstiennent d'intervenir. Oui, alors je vous rassure, je suis très minoritaire, donc je pense qu'il n'y a pas de danger qu'on voit tout de suite. Mais je prône pas le retour aux années 70 ou l'absence de signalisation sur toutes les routes françaises qui deviendraient le Maroc. Je dis simplement que quand on met les gens dans certains systèmes d'incitation, y compris d'ailleurs liés au fait que dans les routes d'à côté, il y a un code qui s'applique. Je remarque que quand on conçoit ces politiques publiques donc très ciblées, ces principes-là peuvent marcher sur ces routes nues par exemple, mais bien sûr, elles peuvent marcher parce que les gens respectent un code de la route, même si ensuite il n'y a plus de signalisation au sol, parce qu'ils sont habitués à le respecter, parce que dans les routes d'à côté, il y a un environnement différent. Donc il y a toutes ces conditions autour. Donc je ne dis pas qu'il faut tout d'un coup abolir le code de la route. Je dis simplement que on peut imaginer des politiques alternatives qui, dans des sujets précis, sur des routes précises, dans des endroits précis, responsabilisent plutôt que de contraindre. Voilà. Ensuite, justement, c'est toute la subtilité et la complexité de la politique publique que de les faire advenir au bon moment, au bon endroit, mais qu'en tout cas, on peut penser différemment que par la contrainte. Et deuxièmement, puisqu'on parle de la route, j'aimerais faire une incise qui élargit un peu ce propos, qui est que si vous voulez complètement abolir les accidents de la route, vous allez bientôt avoir une solution très très simple qui s'appelle les voitures autonomes et la connexion. Donc demain, dans tout ce que vous lisez sur la planification urbaine, l'idée, c'est que toutes les voitures sont connectées. Non mais attendez, je finis juste sur ce point-là. C'est que toutes les voitures sont connectées, autonomes ou pas autonomes, mais elles seront connectées. Et que donc, vous allez minimiser les embouteillages et les accidents, parce que les voitures vont s'éviter elles-mêmes ou à peu de choses près. Okay ? Et que maintenant, la grande question pour le législateur va être, est-ce que j'oblige tout le monde à avoir un GPS et une voiture connectée de manière à maximiser le bien-être du groupe, parce qu'il y aura beaucoup moins d'embouteillages et beaucoup moins d'accidents? Ou est-ce qu'au contraire,
J'impose aux assureurs, par exemple, de laisser ceux qui le souhaitent conduire de manière déconnectée, parce que c'est le droit d'errer de John Stuart Mill, droit de ne pas renseigner leur parcours, droit d'aller capricieusement où ils le souhaitent, au risque de recréer des accidents et des embouteillages. Et cette question-là, on va avoir à se la poser pour tous les objets connectés, y compris pour l'énergie, le compteur d'énergie dans votre maison. Plus vous partagez vos données avec le reste du groupe, plus ça sera efficace pour l'ensemble de la société. Mais est-ce qu'il n'y a pas une limite en termes de liberté individuelle qu'on va devoir poser, y compris si ça a des effets, des externalités négatives sur le reste du groupe? Ça, je pense que ça va être une énorme question, y compris sur l'assurance dans le monde des data. Et ça, on verra ça dans la 3e conférence sur la propriété de soi. Mais... Ouais. Je peux émettre une modification là sur le... Parce qu'en fait, je travaillais dans l'informatique et franchement, il y a trois détails qui me sautent à l'esprit quand vous dites qu'il faudrait avoir des voitures qui sont autoconduites. Non, je dis que c'est ça la première, c'est que vous n'avez jamais travaillé avec des produits Microsoft. Le truc qui vous dit excusez-moi, je ne peux pas continuer, c'est planté. J'espère que ce n'est pas Microsoft qui va développer les systèmes informatiques. La deuxième, c'est qu'il y a un problème sur les composants électroniques. Il y a eu des problèmes, notamment dans les navettes spatiales ou différents endroits un peu risqués. Par exemple, les composants électroniques en fait, se fatiguent et entraînent des erreurs. Et ce n'est pas du logiciel, c'est de la matière. Et donc, il suffirait qu'il fasse un peu chaud, vous prenez votre voiture et le machin a fondu et vous allez dans le mur. Et puis la troisième chose, pour moi, ça reste... ensuite, je ne me rappelle plus de la troisième chose. Oui, non, mais je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis simplement dans ce que les gens imaginent de ce que sera la ville demain, c'est ça. Je ne dis pas que c'est possible ou quoi, mais je dis simplement c'est ça ce qui est aujourd'hui en conception. Et ça pose tel et tel problème de philosophie politique. Maintenant, sur la technique de ce qui va être réalisé ou pas, j'en sais rien. Peut-être que ça n'adviendra jamais et qu'on n'aura pas à se poser ces questions. Mais... C'est une dernière question si vous voulez, sinon on peut plier bagage. Voilà, plions bagage.